Allez, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du PQ de Guérande qui a eu lieu hier. Donc c'est à peu près frais dans ma tête, sauf les games, mais c'est pas grave. Et déjà, pour commencer, je vais remercier évidemment toute l'équipe qui était présente pour animer ce tournoi, hein, toute l'équipe TKB, toute la famille de l'équipe, puisque la famille des membres était présente surtout en support, on va dire, logistique. Et évidemment à notre judge préféré pour un événement qui s'est déroulé quasi sans accroc. Il y a eu une petite intervention malheureuse à un moment du tournoi, mais ça reste assez anecdotique sur un tournoi de cette ampleur. Et puis je passe aussi le message on a un PQ qui est rempli à 70 joueurs sur 128. On a un PQ de grande qualité, une organisation de très grande qualité. Vous voyez l'espace là en fond d'écran. C'est une très grande salle, c'était vraiment un plaisir de jouer là. Il faisait un peu chaud, mais comme vous voyez au fond, on a pu ouvrir le gymnase, donc finalement c'était assez confortable. Et le message que je veux passer, c'est que ça coûte d'organiser un événement comme ça. Je ne sais pas si on peut voir les récompenses quelque part qui ont été proposées, mais il y avait des très belles récompenses, hein. Ici, on voit un display normal plus 6 boosters, plus un display carbo. Donc, c'est vraiment un des PQ où il y avait le plus de lots qu'on n'ait jamais vu, en plus de 3 boosters de promo. Euh, En faisant un résultat assez correct, t'avais 12 boosters, un booster carbo, donc en fait t'étais quasiment remboursé à partir du top 32 sur ton PQ. Et donc le message que je passe, c'est un effort, c'est un investissement pour les organisateurs. Je pense entre autres à Jason. Et donc pour eux, c'est vraiment un investissement important quand tu proposes tous ces lots. Nous, l'investissement en tant que joueur, il est assez minime puisqu'on vient sur place, on paye 35 euros l'inscription. Quand on est local, on n'a pas de logement ni de voiture à payer, mais en gros, si tu as le logement, voiture, machin, peut-être ça te revient vers 100 euros. Donc c'est à peu près ce qu'on a payé. Et malheureusement, c'est des événements qui sont difficilement rentables s'ils n'atteignent pas la capacité maximale. Et là, pour le coup, bah, on a fait 70 joueurs sur 128, quelque chose comme ça. Je sais pas si on a le nombre. 74, c'est quand même pas mal. Et ils ont pris le pari de conserver toutes les dotations, malgré le fait que c'était calculé sur la base de 128 joueurs. Ah merde, il y a ma tête. Je pense que c'est un événement qui est très peu rentable pour les boutiques, malgré la qualité et donc le fait que ce soit très peu rentable. Et ce qui m'inquiète moi en tant que joueur du jeu et on va dire propriétaire de boutique, c'est que si ces événements sont pas rentables, malgré l'effort, la qualité de l'organisation, la qualité du moment qu'on a tous passé, c'est que les événements vont se raréfier puisqu'il n'y a pas d'intérêt de faire des événements qui sont pas complets parce qu'on perd juste de l'argent. Si ces événements n'ont plus lieu, il y a moins d'événements, le jeu vit moins, le jeu meurt et donc tous joueurs on est frustrés. Là où finalement contribuer avec nos 35 euros, mais ces 35 euros, moi je me rappelais même plus combien j'avais payé tellement j'étais venu pour, enfin tellement l'événement me faisait même pas penser que c'était un événement payant et que je venais juste là pour kiffer quoi. Et c'est important de participer à ces tournois, en tout cas quand on est pas trop loin pour soutenir le jeu, pour soutenir les gens qui font vivre ce jeu-là. Et donc, euh, et donc c'est pour ça qu'on va aussi à Guérande, malgré le fait qu'on soit déjà qualifié pour les Worlds, c'est pour soutenir et pour participer avec cette communauté exceptionnelle. Bon, j'ai passé le petit message, donc vraiment n'hésitez pas à vous inscrire. Là, il y a encore Darkmore qui font un tournoi hors PQ. C'est important de les soutenir pour faire vivre le jeu. C'est des assos, ils ont aucun enjeu à but lucratif, à part peut-être faire 3 euros de blague sur des gâteaux au chocolat à la buvette. Donc il n'y a rien, ils ont aucun gain personnel à part faire vivre le jeu et faire kiffer, faire passer un moment. Donc il faut soutenir ça, c'est super important. Dans la limite de nos moyens évidemment, mais ne pas hésiter parce qu'on soutient vraiment le jeu et du monde. Petit message passé, donc la photo là, l'ambiance. On avait donc ce grand gymnase, une table par personne, et à la base ils avaient prévu une table pour 4, enfin une table par match, donc une table pour 2. Ils avaient prévu une table pour 4, elles étaient largement grandes, c'était des tables de quasi 2 mètres, 1m70. Pour info, en boutique, tu joues en général sur du 1,40. C'est énorme, en vrai, il y a énormément de place. Et vu qu'on était que 74, bah, ils ont pris le parti de faire une table par match, donc on avait énormément de place. Et vous voyez comme c'est aéré, malgré le fait qu'il fasse chaud, mais c'était un peu une petite serre quand même ce gymnase. Et donc vous voyez la vision depuis le pupitre d'arbitrage. Voilà, des joueurs espacés, de la place pour circuler. Le pupitre d'arbitrage qui a de la gueule, qui est un peu sur une petite scène, comme vous pouvez voir ici. Ils ont fait une jolie déco, c'était vraiment sympa. Et il y avait la sono, j'avais même pas capté, donc petit micro, on entendait plutôt bien. En vrai, je mens un peu, si on était caché tout là-bas, on n'entendait pas très bien. Et puis, il y avait Phil Movie et Guigui qui ont pu se poser sur une table de stream qui était incroyablement mal placée. Il y avait donc la table de stream, et en fait, derrière, il y avait l'espace vitré que vous voyez ici. Et il a pu mettre son setup, Thomas, et c'était vraiment propre. Et c'était super bien sonorisé. Il gueulait là pour tester, on n'entendait rien.
Et donc, bah, on a l'occasion d'être streamé. Donc, lui, il a streamé quelques-unes de ses games, il a streamé le top. Et je suis passé un moment en stream aussi, parce que j'ai joué contre Guigui, donc c'était marrant de mettre ça en stream. Donc, la game sera. Elle n'était pas commentée, puisque Thomas jouait aussi. Par contre, du coup, je vais pouvoir la commenter tout à l'heure. C'est intéressant de revoir un peu les games. Et vu que je vous expliquais une fois de plus la decklist, je suis venu avec quelque chose de toujours, bien évidemment, original. Et donc, c'est intéressant d'en parler. D'autant plus qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit putain, moi, je voulais jouer à Enfis, machin. J'ai pas réussi à faire un truc qui tourne. Et bon, ayant poussé la tech un peu, en tout cas, on est arrivé sur quelque chose d'assez abouti, puisque je suis allé quasi au bout du tournoi. En tout cas, j'ai fait le top cut, donc c'est vraiment cool. Et il y avait le petit panneau d'affichage, donc il y avait le chrono, tu sais, le panneau d'affichage des gymnages qui est toujours là. Il pouvait afficher le chrono et vous pouvez mettre du texte ici. Normalement, on met effectivement les équipes. Et là, du coup, on mettait des conneries. Enfin, en tout cas, Galette aussi s'amusait à mettre des conneries. Donc, il a fait de l'auto-promo. Et il mettait des trucs sympas. Road to Vegas, merci Jason, tout ça. Donc, c'était assez cool. En tout cas, au niveau du cadre, de l'ambiance. Il y avait la buvette avec plein de gâteaux faits maison. Moi, j'ai bouffé que des gâteaux toute la journée, je crois. C'était vraiment. Et puis, on rentre dans le dur du tournoi. Qu'est-ce que je veux vous montrer en premier? La répartition, comme ça on fait direct le méta breakdown. Hop, je vais raccourcir ça. La méta, on est sur du Luke, Chewbacca, Yularen, Boba à 13 et 13, 26. Donc 30% des decks, c'est ça. Si on rajoute Obi et Mother Talzin, on a 40% des decks, même 45% des decks, c'est ça. Il y a un peu de Qui-Gon, de Lando, de Hera. Et puis après, on a des decks beaucoup plus marginaux, notamment de Client, qui était vraiment intéressant pour avoir joué contre, même perdu contre. Tobias, je dois pas dire ça, bon tant pis. Tobias Beckett, qui était un deck méta, qui est plus qu'à 2 exemplaires. Jyn Erso, qui était un deck méta, qui est plus qu'à 2 exemplaires. Darth Vador, du 7-4 Jump to Light Speed, qui est à plus qu'à 2 exemplaires. Et puis on a des decks un peu rogue, Wedge, Antilles, Velsarta, Sabé, que j'ai pas eu le temps de tech, mais qui m'intéressait. Sabé, peut-être je ferai une vidéo prochainement sur un Sabé Datavolt, parce que je pense qu'il répond à la méta Aggressive Negotiation avec plutôt une bonne qualité, en vrai, quand tu as une capacité de discard beaucoup de problèmes, beaucoup de tempo dans un deck comme ça. Donc voilà, un leader intéressant. Enfys jaune, c'est moi. Agent Calus, c'est Guicor qui a tenté un truc. Et en vrai, j'ai pas trop discuté avec lui, mais il a fait un résultat très honorable avec un deck qui semble faire difficilement de la value. Mais bon, il a pris des games et il aurait pu faire probablement mieux sur son classement. Et qu'un Piet, étonnant, Piet qui aurait pu être plus méta que ça. Et donc finalement, les grands nouveaux de la méta récente, c'est vraiment Yularen et Chewbacca qui montent en force. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Qui-Gon vert qui rentre un peu aussi dans la méta, qui n'était pas trop vu, et Hera. J'ai joué Hera au premier tour, notamment avec contre Dim. Donc c'est. Il y a des mecs qui ont fait des choses avec Hera et ça n'a pas trop mal marché, puisque ça a poussé jusqu'au top 8. Là, la decklist, c'est une mise à jour de la decklist Enfysness jaune que j'avais proposée déjà en début de set. Et elle a beaucoup, beaucoup vécu cette liste. Enfin, j'abuse. Elle a vécu. J'ai trouvé des petites idées pour améliorer la liste. Et surtout, en fait, dans la voiture, en arrivant à Guérande, j'étais avec Thomas qui m'a donné un max d'idées de cartes à rentrer dans le deck. Et donc, on va essayer de faire un peu ce breakdown des cartes qui sont jouées et pourquoi on les joue. Donc, déjà, commençons par nos premiers tours. Donc, on joue du Caris, du Jyn Erso. Ça n'a pas bougé. Pourquoi? Caris, ça répond à tout ce qui est contrôle. Et mine de rien, dans une situation où tu vas agresser, c'est peut-être une des meilleures options qui existent. Le Starfighter, il est rentré pour avoir, mais je pense qu'il était déjà là à l'époque, mais il est rentré en x3 en tout cas, pour avoir du jaune pour Sabine Masterpiece, et pour avoir une 3-2, puisque 3-2, ça va tuer probablement les vaisseaux qui tapent à 3, donc ça protège aussi Masterpiece, et contrairement au 1-3, je sais plus comment il s'appelle, le vaisseau 1-3 qui fait 3 dégâts indirects, qui meurt sur Blue Leader en une action, bah lui, tue Blue Leader avec, donc ça évite le double trade du 1-3 et Sabine Masterpiece par un Blue Leader. Donc ça réduit quand même vachement les problèmes. Bon, il manque un petit T1 avec tout ça, et la remarque que je me fais, c'est que mon drop 2, pardon, rouge, donc charismémique, il meurt sur toutes les 2-4. Et donc si je veux faire Sabine Masterpiece en première action du deuxième tour pour claim et valoriser Masterpiece en première action du troisième tour, il faut que j'ai du rouge, quoi qu'il arrive. Enfin, il faut pouvoir avoir du rouge en fonction du match-up. Et le Cloud Rider vétéran, il répond à ça parce que lui aussi fait 3, mais il a 4 PV, donc il meurt généralement pas sur le tour 1 adverse, sauf s'il y a des cas effectivement où il meurt, quand l'adversaire peut attaquer avec un +2 parce qu'il joue Maskanata du 7-5 sur une unité force, parce qu'il va faire +2, donc il va pouvoir tuer le Cloud Rider vétéran. Donc là, c'est un peu la merde, mais pas trop, mais c'est un peu la merde quand même, c'est un peu relou de le perdre comme ça. Et
Sinon, globalement, il meurt pas trop. Donc, il reste, il peut faire du on-attack s'il y a une. Enfin, du on-attack en faisant 2 dégâts base. S'il y a une sentinelle en face, il push quand même des dégâts base. Donc, c'est un petit peu de riche, c'est intéressant. On a Jyn Erso, qui a ce mérite de se jouer au premier tour, m'écouter ma base, mais surtout d'avoir le double trigger jaune et vert pour Sabine Masterpiece, qui peut donner une value exceptionnelle au tour 3, en inclinant 2 ressources adversaires, en donnant 2 points d'XP. Ça peut très vite partir en besogne, et on verra une application de ceci en top 8, puisque dans la game filmée, j'ai réussi à pull ce combo-là, qui arrive pas fréquemment en vrai. Hein, c'est bien le principe, hein, l'adversaire il a le droit de jouer. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qui est intéressant qu'il n'y avait pas à l'époque? Lieutenant Gorn, il répond à Chewbacca, il répond à Lando, donc c'est un ajout en drop 3. Le champion Podrace, vous me dites, putain, pourquoi cette carte-là? En fait, l'intérêt du Podracer là, c'est qu'il va me donner mon crédit et il va me permettre de sortir plutôt mes drop 5. Et notamment un drop 5 qui est évidemment fondamental dans le deck, c'est le Tactical Heavy Bomber. Si je joue mon Tactical Heavy Bomber dans une tempo qui fait que le gars, il a 4 ressources ouvertes, et moi je pose Tactical Heavy Bomber, pour 4, il a très peu de gestion. Donc là, le gars, il est devant un dilemme. Est-ce que je claim pour avoir mon sort à 5 qui tue Tactical Heavy Bomber, parce que ça va être du No Glory, ça va être, je sais pas quoi, un truc bon, à 5 pour gérer ça. Et donc, il doit claim et perdre son tour à 4 ressources, ce qui m'arrange, puisque du coup, le tour à 5 ressources, lui, va tuer Bomber, et moi, j'aurai de nouveau 5 ressources pour déployer autre chose. Donc, sur la table, j'ai plus de value. J'ai au moins mon premier tour, mon deuxième tour qui est face à face avec lui, mais je viens de gagner le troisième tour, entre guillemets. Et donc, j'avance. Si je gère pas ça, je peux commencer à envoyer la sauce avec Tactical Heavy Bomber Aggressive Negotiation ou Tactical Heavy Bomber Stay on Target. En première action du premier tour, je claim l'objectif d'avoir l'init au tour 5 ressources. Et donc du coup, je fais Tactical Heavy Bomber avec par exemple Stay on Target, 5 dégâts indirects. Si tu touches ta base, je pioche 2. Une fois avec l'effet Stay on Target, une fois avec l'effet Tactical Heavy Bomber. Je paye 2. Parce que je n'allais pas faire grand chose d'autre, il me reste que 3 ressources. Je paye 2 avec Enfist, 5 dégâts indirects. Si tu touches ta base, je pioche 2. Donc je peux déjà avoir pioché 4. 5 dégâts base avec Tactical Heavy Bomber, puisque c'est la résolution normale du dégât de combat. Stay on Target me fait piocher 1. Je viens de piocher 5 cartes. Je déploie Enfist, Aggressive Negotiation, 10 bases. Je viens d'éteindre le mec. Si il doit réagir, il doit gérer Heavy Bomber, il doit gérer Enfist. Quand tu gères une Enfist qui a 7 PV, sachant qu'il y a déjà le tour 2, c'est pas évident. Compliqué. Donc, ça, c'est un peu une sortie idéale. On a d'autres lignes de play avec Sabine Masterpiece. Si je joue pas mon Podracer parce que j'ai pas d'intérêt à le jouer, parce que j'ai pas le Tactical Heavy Bomber, j'ai pas un cadeau SO qui pourrait être intéressant, j'ai la ligne Sabine Masterpiece. Donc soit ma ligne Sabine Masterpiece, elle démarre avec le Starfighter. Si ça démarre avec Fighter, j'aime bien prendre l'init, attaquer direct, incliner 2 ressources au mec et jouer un drop 2. Donc j'ai toujours Caris, je peux toujours avoir Din, je peux toujours avoir Cloud Rider, je peux éventuellement jouer Stay on Target sur ma Masterpiece pour piocher 1. C'est intéressant aussi. Et si jamais j'ai pas ça et que j'ai un drop 4 qui est utile à ce moment-là, j'ai 2 drop 4. Et c'est là où il y aura des améliorations sur la liste à faire qui sont intéressants, hein, 2 drop 4 intéressants. C'est Blue Ace qui peut aller gérer par exemple un Red 5 qui vient d'être posé pour contrer Masterpiece. Blue Ace vient tuer Red 5, ça protège Masterpiece, ça me donne une affinité jaune, c'est sympa. Ou j'ai Kanan Jarrus qui vient gérer le Red 5, qui vient gérer l'unité en face. Pour ça, idéalement, il faut que j'ai une unité rouge. D'où l'intérêt d'avoir ce Cloud Rider vétéran, parce que l'adversaire va pas forcément le gérer, parce que aller taper 2 fois dans une 1-4, c'est pas très intéressant. Mais du coup, j'ai mon Trigger Kanan. Si j'ai mon Trigger Kanan, je fais énormément de value. Kanan, il est bleu, il est jaune, donc Sabine Masterpiece vient me heal 2 ou 4, et là on vient faire énormément de value. Globalement, on gagne juste avec ça, avec cette value-là, cette génération de value-là. Maintenant, on vient rajouter un kit support de gestion. On vient proposer System Shock. Pour un, j'enlève des upgrades, je fais un dégât, donc ça peut être super intéressant quand le gars vient jouer une upgrade, un shield pour protéger une unité, qui vient donner un point d'expérience pour protéger une unité, etc. N'importe quelle upgrade agressive, on vient la péter pour 1. Les upgrades de gestion, on pense à Stygian Prime, on pense à Condain, on vient les gérer pour 1. On rajoute Sabine Vren pour aller éventuellement gérer des trucs, des 2-3 un peu nuls, genre Cyril Karn, genre, j'ai oublié le nom, le mec qui fait des dégâts indirects dans Boba. Des 1-3, on vient gérer ça avec Sabine Vren, on vient gérer des upgrades. On a du Red 5, si jamais l'adversaire il met des dégâts indirects sur ses unités, s'il vient trade nos unités, Red 5 il vient terminer ses unités, donc c'est intéressant. On a rajouté dans la voiture 2 cartes, pardon. Moral Authority, je n'avais pas capté cette carte, elle existait.
Moral Authority, je capture une unité qui a moins de PV que l'unité sur laquelle je joue Moral Authority. Qu'est-ce qui sort au tour à 5 ressources et qui a 7 PV et donc qui a plus de PV que toutes les unités à 5 ressources de la Terre? Je m'appelle Enfys Nest, je suis une 3-7 qui tape pas très fort mais qui est 7 PV. Donc je peux capturer absolument tout et n'importe quoi avec Moral Authority et donc c'est dingue. Et en plus, comme je suis agressif, je suis bien content que mon leader il gagne 2 dégâts. Et en plus, ça répond au tour Tactical Heavy Bomber Stay on Target, par exemple, et Moral Authority derrière. Ça peut répondre à ça. Pourquoi pas, ça peut répondre à d'autres choses. En tout cas, une combinaison de cartes 3 et 2 ressources. Donc c'est cool. Moral Authority, vraiment super carte. On a rentré parce que je pensais que c'était... Enfin, c'est Thomas qui m'a dit de tester et j'avais en vrai de la place dans le deck. De rentrer le Bewing Skirmisher qui fait when played, deal 1 damage to each of up to 2 units, space unit. Et en fait, l'intérêt, il y a deux choses. C'est soit tu viens gérer parce que le mec il joue des 2-1, des trucs comme ça spatial, des Vador qui mettent des 1, des Luke qui mettent des Crackshot, des Wings. Ou tu le joues au tour 1 avec Deida Chip. Tu joues Deida Chip, ça crée 2 fighters. Tu joues lui pour 3 de moins. Hop, on cache ça. Tu joues lui pour 3 de moins et il va deal un damage aux 2 TIE Fighter et donc tu as posé une 4-4 tour 1. Spatial. Donc c'est pénible, donc c'est fort. Je ne l'ai pas fait du tournoi. Et donc j'en déduis qu'on peut arriver loin dans le tournoi sans ces cartes-là. Je pense que j'ai pas joué Deida Chief, je pense que j'ai pas joué Bewing Skirmisher. Donc à mon avis, on peut rentrer un Blue Ace en plus. On peut rentrer un System Shock en plus. On peut rentrer un Cloud Rider vétéran en plus. Comme ça on ajuste un peu nos ratios. Et peut-être un Red 5 en plus. Bref, il faut voir un peu l'ajustement des ratios pour stabiliser plus le deck. Parce que la difficulté globale de ce deck, c'est que maintenant que j'ai plusieurs lignes de play, c'est un peu plus stable. Mais il reste quand même parfois instable parce qu'il y a des games où tu vas juste te dire putain mais si j'avais pioché Aggressive Negotiation j'avais gagné. Et moi je déteste ça, j'ai l'habitude de jouer Vador boîte à outils, j'ai l'habitude, donc t'as plein d'outils qui marchent plus ou moins optimisés, j'avais l'habitude de jouer N2, t'as plein d'outils qui marchent tout le temps, il y en a qui sont plus optimisés que d'autres, mais là si t'as pas Aggressive Negotiation tu fais pas les 15 bases, donc il faut la carte, et ça c'est un peu chiant. J'ai trouvé cette expérience là en tout cas assez frustrant. Qu'est-ce qu'on joue d'autre qui est sympa? J'ai le Broken Horn. Je vais souvent arrêter de ressourcer à 5 pour commencer à faire du CA, pour valoriser Rebellious Hammerhead. Et parfois, bon, le mec peut trouver que moi j'ai joué un peu plus de cartes parce que j'ai fait double drop 2 au tour à 4 ressources. Et donc Broken Horn, il peut me faire piocher, il met une pression spatiale, il peut me faire une ressource. Ça fait une solution en plus de Tactical Heavy Bomber parce que si j'ai pas de drop 5, je perds quand même en qualité de sortie de Enfys Nest, même si bon finalement j'ai soit la sortie K2SO, Tactical Heavy Bomber, Broken Horn, soit Moral Authority plus autre chose, soit Moral Authority avec effet Sabine Masterpiece 2 fois grâce à Enfys. Il y a quand même pas mal d'options au tour 5 hein, pour jouer, il n'y a pas de problème. En side, j'ai rajouté de l'anti-upgrade en plus, parce que ça me paraît essentiel dans la méta d'en avoir finalement beaucoup, et c'est vraiment ce qui peut mettre dans la sauce, c'est les anti-upgrades. J'ai rajouté, vous voyez pas, un petit Jam Communication que j'avais pas. Ah si, je l'avais déjà dans le deck, pardon. Contre contrôle, c'est bien. Souvent, il va me rester une petite ressource, donc autant enlever un spell au mec, c'est bien pratique. J'ai mis Commons Patrol pour. En fait, je prends une carte du deck ennemi, qui est dans la défausse, je la remets sous son deck, et je crée un X-Wing Token. Je l'ai pas joué du tournoi, mais j'ai pas joué de deck qui joue Anakin, et j'ai pas eu la tempo, où c'est pas arrivé dans les situations où le gars il joue. Triple zero qui prend une carte de ta défausse et la met sous le deck et fait un dégât base. Je trouvais que c'était une occasion d'optimiser un dégât, d'éviter de prendre un dégât et en plus de jouer une 2-2. Donc dans un deck, dans un match-up agressif, c'était pas inintéressant. Bon, je m'en suis jamais servi, mais je pense que contre les match-up Anakin, elle est quand même fondamentale. Et j'ai ajouté Lightmaker qui est exceptionnel contre les decks mid, en fait, qui peuvent me revenir dessus un peu vénère. Avec un très beau board terrestre ou un très beau board spatial, en fait, je pose Lightmaker. Et ça lui pose le dilemme de dire écoute, si tu gères Lightmaker, t'as plus de board. Si tu gères pas Lightmaker, tu prends 15 bases avec Aggressive Negotiation. La question impossible à résoudre pour un adversaire. Et en fait, il m'a fait vraiment beaucoup de games ce Lightmaker. Enfin, en tout cas, on en a fait quelques-unes et on va voir dans un gameplay que ça a marché. Là, on est rentré assez profond dans le deck, je trouve. Donc, on va parcourir les quelques match-ups. J'ai 2 vidéos gameplay à montrer puisque j'ai eu une game streamée et la game du top 8, je l'ai filmée. Donc, on a un peu de vidéos à watch. Et on va passer de façon rapidement sur les premiers tours. Donc premier tour, au début, je suis à parier contre Thomas, le mec avec qui j'ai fait les routes, le mec avec qui j'ai tech, le mec avec qui j'ai préparé le deck, le mec avec qui j'ai dormi. On se joue au premier tour alors qu'on a fait 3 heures de route, on est ravis. Et en fait, petite erreur, il manque des gens dans le mêlée, tant mieux. Qui est-ce que je joue? Je joue mon autre sparring partner de mon équipe, Dim56, qui vient avec un deck what the fuck. Il vient avec Hera Syndulla, Force, Bleu Force, qui ressemble fortement en vrai au deck Obi-Wan, mais avec quelques petits trickshots en plus, puisque il va
évidemment ajouter du spice avec le fait qu'il peut jouer de l'off-color et en fait il va prendre les cartes les plus value à jouer off-color. On pense évidemment à Kanan, on pense à Zeb qui sont évidemment en flanc 3. Alors il joue qu'une Venestra, il joue Venestra aussi en off-color. Je suis étonné qu'il en joue qu'une parce que je pense que c'est des decks qu'il aime bien parce que c'est un joueur de jaune-blanc et donc t'as Faucon, t'as machin. Qu'est-ce qu'on a de particulier? J'aime bien l'inspiration. Il joue Figure of Unity. Donc en fait, il a un deck qui restaure énormément. Il a un deck qui restaure énormément et qui va pouvoir prendre beaucoup de trades facilement. Bah, il joue la Maskanata d'ailleurs, hein. Et donc quand on va se jouer, je vais gagner la première parce que je vais chatter un peu, pour être franc. Je vais choper mes deux Moral Authority. En fait, je vais juste lui bouffer son board et il a juste rien. Moi, j'ai 3 unités. Et donc, dans ce cas-là, quand je commence à mettre mes dégâts indirects, à faire mes effets, je suis assez tranquille, tout va dans la base. Les autres games, il va se retrouver avec plus de board parce qu'il va jouer les Gungi, il va jouer les Ezra, il va jouer les Mina Bonteri, il va arriver à déployer Figure of Unity sur Saera, donc il va avoir du restore, il va avoir des PV. Quand je vais faire mes Eevee Bomber, même s'il n'a pas nécessairement de gestion parce qu'il joue que Shatterpoint en gestion, et c'est plutôt une bonne chose parce qu'il s'expose pas trop aux effets qui enlèvent les sorts du coup avec Shatterpoint. D'ailleurs, par contre, je pense il s'affaiblit vachement contre les gens qui jouent Ahsoka. La Ahsoka jaune qui discarde de la main adversaire, qui peut incliner si on discarde d'unité. Il peut être faible par rapport à ça. Bref, anecdote à part. Il se retrouve avec beaucoup de PV, donc quand je vais faire mon Eevee Bomber, il va répartir les dégâts sur ses unités, il va se restore, donc en fait c'est trop chiant. Et je vais pas topper l'Aggressive Negotiation, même si sa base elle est à 23, 24. Il va me manquer ce reach de dégâts qui fait que je vais pas gagner et finalement je vais perdre 2-1 contre Dim. Et Dim sur son parcours après va finalement monter jusqu'en finale, jusqu'en top 8, pardon, il va se qualifier au bout du bout et perdre contre Kawa, une game qui a été streamée. Je vous invite à aller voir évidemment le stream de Film 8. De toute façon, vous allez avoir le lien et en description et vous allez voir le live puisque je vais en présenter une partie après. Sa game contre Kawa est évidemment très intéressante et dans le fond, il n'a pas eu de chat parce que doit pouvoir gagner la game 3 s'il pioche un tout petit peu mieux, mais vraiment un tout petit peu mieux parce qu'il a vraiment très mal pioché et la game est assez close. Et derrière, on a un Kawa qui va en finale et Dim avait un deck Rogue exclusif que le mec connaît pas, donc ça surprend. Les gens sont pas forcément préparés pour, ils ont pas les petites techs qui comptent. Et donc il aurait pu aller bien plus haut. Et d'ailleurs, on voit la seule défaite de Dim en ronde, c'est un mec qui joue Wedge, et il y avait qu'un mec qui jouait Wedge, donc Dim il s'est juste fait surprendre par un type qui jouait un truc absolutely off meta. Curieux de savoir ce que lui il a fait du coup le Wedge. Ah, faut pas cliquer là, je crois. Faut cliquer sur sa liste. Le Wedge il s'en est sorti comment? Parce qu'il a dû bien partir. Il perd la première. Ah, il perd sur French Palpate. Et sur Thanos, d'accord. Et sur Thanos qui finit 9ème. Donc en vrai, il a fait une run très correcte, hein, lui. 19ème. Bien joué, Jules. Ok. Donc ça, c'est la première ronde. Une défaite un peu dure contre un pote. Et en fait, du coup, je me retrouve en sous-marin. Et ma logique de base, quand je joue ce deck-là, je joue le deck Enfist en me disant j'ai pas trop travaillé la méta. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui va se jouer. Je sais juste, moi, mon deck, comment il marche. Et je sais que je vais pouvoir punir les erreurs. Si un mec, il respecte pas un de mes plays, qui prend pas l'init au bon moment, je vais punir et je vais faire énormément de dégâts. Donc j'ai un deck qui est fort contre les decks, contre les joueurs, on va dire, qui sont à un profil pas professionnel, enfin pas tryharder. Et j'ai un bon match-up après dans les cas où le match-up est intéressant. Et du coup, en étant en sous-marin, je joue évidemment contre des mecs qui ont perdu la première game et donc qui sont potentiellement plus novices contre ce que je peux faire, contre les cartes que je vais jouer parce que je joue des cartes et des combos qui sont pas connus. Et donc effectivement, ça va super bien marcher. Pourquoi il y a un gros get help là? Ok. Et donc ça a super bien marché contre Fabrice. Bon, Fabrice qui est un joueur qui s'amuse vraiment, il propose des decks où il s'amuse. Donc bon, évidemment, quand il se prend, il joue Throne rouge avec des unités qui ont peu de PV, sauf un Watu. Il a joué un Watu qui a tanké pas mal de dégâts de Heavy Bomber. Mais bon, quand je pose Heavy Bomber et qu'il a des unités qui ont un PV, ça fait des 15 bases, je pioche 5, et donc c'est assez dur pour lui de gérer. Et donc bon, ça c'est un match plutôt à sens unique, même s'il aurait pu me discard ma main. Je lui ai dit, en vrai Fabrice, si tu joues une carte pour discard, je suis dans la merde, parce que déjà ça bloque ma Aggressive Negotiation. Et en vrai, s'il y a un moment où il m'a fait discard 2, j'ai 4 cartes en main, bah, je garde mon bombardier et stay on target, et je me refais ma main, et c'est ce qui s'est passé. Alors que s'il me discard 1 plus, bah, je perds le stay on target et je peux plus piocher derrière, donc c'est un peu plus pénible. Ça se gagne. Ensuite, ça joue Qui-Gon Jedi Temple, donc c'est Qui-Gon vert. Bon, je vous la mets pour la culture, la liste, mais c'est du très classique. Ah, j'avais pas vu qu'il jouait d'auteur, mais en gros, ce qu'il fait, c'est que il joue un T1, genre Gungi Jedi Consulaire. T2, il joue le clan de Max Rebo, il fait des crédits. T3, il joue Max Rebo. Et après, il fait des petits trucs avec Yoda, machin. Bon, en fait, pendant qu'il fait sa popote,
Moi, je fais une popote, mais je fais une popote qui peut faire 18 dégâts indirects, 9 dégâts base, qui me fait piocher des cartes et qui incline. Donc, autant que vous dire que sa popote qui sort au tour 6 et qui est injouable, bah, elle est un peu contrée par le fait que moi, ma popote, elle sort 3 tours avant, voire 2 tours avant, disons, et elle fait extrêmement mal. Là où Yoda, non, le but c'est de deploy Yoda et de revenir, de jouer Kelleran, Liberty, machin truc. Yoda, il fait pas de dégâts base. Donc pendant que lui, il gère un peu mes trucs comme il peut, moi, je suis en train de balancer des énormes dégâts base. Donc le match-up est fondamentalement facile. En tout cas, il se joue très bien le match-up. Donc on gagne 2-0. D'autant plus que du coup, le joueur découvre un peu ce que je fais, donc il se prend quelques pièges qui le mettent mal. Ronde 4, Nico. On joue Magic Breath. Deuxième pote qu'on joue, le mec avec qui j'ai train jeudi, et il m'a lavé en boucle une fois qu'il a compris comment marchait le deck. Problématique quand je vois ça. Il joue du l'arène classique, mais il a changé un truc. Entre jeudi et le tournoi, il a passé sa base sur une base à 27 pour rentrer du coup dans sa liste le druide, facile, en tout cas jouer facilement le druide qui incline et jouer IG 88. Et en vrai, c'est juste pour ça. Sauf qu'il a 3 PV de moins et toutes les games qu'on s'est jouées jeudi, elles se jouaient à 2 ou 3 PV. Et donc il s'est retrouvé dans une situation où finalement, il doit prendre des initiatives qu'il n'avait pas besoin de prendre avant. Du coup, il fait moins de dégâts sur ma base. S'il fait moins de dégâts sur ma base, moi j'avance plus vite sa base parce que j'ai moins la pression, je suis moins en gestion. Et donc si j'avance plus vite sa base, il est de plus en plus en train de défendre et c'est de plus en plus compliqué pour lui. Il y a quand même une game où je me retrouve one-off le méga combo Aggressive Negotiation, machin, Yularen qui tape avec autre chose où tu prends 15 d'un coup. Mais sur les 2 games, étant donné que j'ai eu une sortie avec globalement un Kanan qui rentrait toujours au tour 3 où je lui ai enlevé un truc et je continuais à avancer et qu'après je pouvais potentiellement faire Moral Authority avec Enfys, j'ai gagné les 2 et ça se joue sur vraiment un très très bon tirage donc il peut pas s'en vouloir, mais du coup j'élimine un pote de la team, ça fait chier, on est venu à 3 de la team, 4 de la team pardon, j'en ai déjà joué 2 et j'aurais dû en jouer 3, enfin j'étais pareil contre l'autre, donc c'est un peu dur comme scénario en tout cas d'éliminer son collègue quoi. Surtout le mec, en plus le matin il me file le Moral Authority parce que je les avais pas sur moi. Donc Thomas, tu vas passer par là, désolé. Désolé. Après marrant, on joue Guy 28 et donc je vous ai spoil, mais on va se regarder la game et on va commenter puisque du coup Filmovie n'a pas commenté et j'ai dit à Guigui, Guigui j'ai quand même l'impression que j'ai gagné parce que tu as fait beaucoup de conneries. Parce que je me voyais vraiment pas la gagner. Toutes mes mains étaient dramatiques. Vraiment, enfin voilà, on va commenter, on va regarder ensemble, je vous spoil pas. Le chat, on s'en fout. On est en train de s'installer. Il a l'initiative. Donc ce qui est sympa, c'est qu'il y a les petits tokens marqueurs de dégâts, donc on voit assez bien. Par contre, là, il y a un reflet, on s'en est rendu compte que plus tard. En fait, il y a un bon reflet. Donc déjà, on mulligan. Bon, on n'est pas serein sur le... Je me mets où pour commenter? Je me mets là. Hop. Ouais, on s'en fout de la défaussée du deck. Je me mets là. Je me mets en dessous moi-même pour commenter. On pioche ici. Qu'est-ce qu'on voit? Merci de mélanger tes cartes aussi vite, Nico. C'est bien relou. Donc déjà, on voit que j'ai des cartes à l'envers, c'est pas bien. Putain, je vois pas ça. Je joue trop vite. J'ai une Jean, j'ai un Cloud Rider, j'ai déjà un Red 5, j'ai une Aggressive Negotiation et je vois pas le sort qui est là. Est-ce que c'est System Shock? C'est System Shock que j'ai envie de garder au cas où ça joue Chewbacca. Et donc j'ai dû poser Jean pour jouer Cloud Rider T1 en me disant que ça absorbe pas mal de dégâts indirects et les effets Luke. Et effectivement, il va jouer la 1-3 qui fait 3 dégâts indirects. Donc le call Cloud Rider est bon. Je Cloud Rider et je pioche quoi? En vrai, cette game elle est catastrophique. J'ai que des drops de tout le match. Et j'ai l'impression que c'est un Rebellious Hammerhead qui est effectivement un peu tôt là. On est dans un setup où de toute façon il faut qu'on joue là Red 5 et il faut qu'on se garde une carte pour jouer au tour d'après. C'est pour ça que j'enlève Rebellious parce que j'ai pas le choix, il faut que je garde Cloud Rider au cas où je peux rien jouer d'autre. Il attaque avec son ref de la 1-3. Moi, au lieu d'attaquer avec Cloud Rider, qu'est-ce que je décide de faire? J'attaque en me disant je vais mettre 3. Parce que je peux jouer Red 5, mais si je le joue tout de suite, il peut faire par exemple Blue Leader Ping, ça m'amuse pas. Et là, je me rends compte que c'est une erreur. Pourquoi? Pourquoi c'est une erreur? Parce que si je joue Red 5 maintenant, vous voyez pas, hein, mais c'est Red 5 ici, lui il va jouer Red 5 aussi. Si je joue Red 5 maintenant, dans cette tempo-là, c'est lui qui prend l'init, il tape avec Red 5 dans mon Red 5, ou pas d'ailleurs, il n'est pas obligé de taper dans mon Red 5, il peut taper base, et faire 2 dégâts là. Et donc il tue ça. Et donc lui il a une 1-3 dispo, il a sa 3-4, et moi je vais tuer la 3-1 avec mon 3-4. Et donc je suis bien en value. Sauf que Guigui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il fait le ping de Luke sur mon Red 5. Ok, je comprends pas pourquoi, je me dis bah mec me donne l'init gratos, je vais pouvoir prendre le trade facile ici. Parce que là je suis dans une position où je dois trade parce que il a Data Vault et en vrai c'est la merde, de toute façon la game est dégueulasse. En vrai la game est dégueulasse, je peux rien faire. Donc je fais ce que je peux, je trade, j'espère les erreurs et là j'estime que c'est une première erreur en termes de value. Donc moi je vais pouvoir aller gratuitement trade ici.
La main que j'ai piochée, j'ai quand même, on voit quand même un petit Moral Authority qui est sympa. Je sais pas ce qui est ici. J'ai l'impression que c'est un truc faux disclose, donc c'est peut-être un charisme. Je viens prendre le trait sur le vaisseau, je prends un dégât là. Je m'expose à Red 5, mais c'est pas très grave. Son Red 5 tue mon Red 5, je vais pouvoir mettre 3 bases avec Cloud Rider. Il tue Cloud Rider, du coup ça me laisse Red 5. C'est cool. Et je suis déjà à 5 bases, lui il est à 3 bases et je joue Cloud Rider, super. Ça a fait vraiment avancer la partie. Alors que si j'avais eu Kanan là, j'étais vraiment goldé. Parce que j'aurais pu remonter Red 5 et c'était incroyable. D'ailleurs, effectivement, du coup, si j'avais eu Kanan et qu'il prenait l'init là, Kanan, enfin il a pas pris l'init. Si j'avais Kanan, je remontais son Red 5. Du coup, Red 5 pouvait pas tuer Cloud Rider. Il avait un vaisseau en moins. Je tuais la 1-3 après. Et donc, du coup, le vaisseau qui vient de jouer, le 3-4 qui fait un dégât par unité spatiale, il tuait pas Red 5. Donc là, Guigui, tu dois prendre l'init dans tous les cas. Tu dois pas prendre ce risque-là. Si j'ai Kanan, c'était perdu. Bon, il a pris le risque. J'ai pas Kanan. Je fais quand même un trade qui est correct. De toute façon, je suis au fond du trou. J'ai deux drops de merde. Alors de merde, non, j'abuse. J'ai 2 drops de correct. Mais en face, ça tape à 3. Ça tape à 1, 3 dégâts indirects. Il a l'effet Luc. Moi, je suis en train de taper à 1, voire... Enfin, je suis en train de taper 3, 6 bases. Ce qui est correct. Mais c'est pas exceptionnel. On passe au tour à 5 ressources. Déjà, on sait que j'ai Moral Authority. Donc c'est là où on va pouvoir faire un peu de value. Parce qu'avec une carte qui tape à 3, je vais pouvoir capturer. Ah, bon, on le joue pas. On vient Blue Ace dans le Red 5. C'est bien Blue Ace parce que ça va éviter les problèmes. Ça évite notamment à Red 5 de faire de la value, de taper par exemple dans Cloud Rider qu'après il ping. Donc là, on prend un trade qui est avantageux. Et ce Blue Ace, il va pouvoir trade encore autre chose après parce que il a encore 2 PV. Donc soit il rejoue sa 3-4 qui fait 2 dégâts, parce qu'il en a une autre, soit il doit faire 2 fois effet Luc pour gérer. Donc là, il est face à un dilemme. Pour moi, il doit pousser base parce qu'il fait 3 de plus, je passe à 8. Quand il va deploy Luc, j'ai pas de gestion pour Luc. De toute façon, personne n'a de gestion pour Luc. Donc pour moi, il doit rush base, même si c'est vrai que sur la table, j'ai 10 dégâts et je vais sortir un fist, je vais avoir 13. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de dégâts sur la table. Mais il n'a pas joué son tour à 5 ressources. Effectivement, j'ai un body language qui montre que je me pose. Moi, je connais mon body language, je sais que quand je suis un peu comme ça, c'est que je suis pas serein. Sinon, je suis en train de parler et je suis en train de déstabiliser le mec. Là, on espère que l'autre fasse des erreurs. Et c'est un peu tout ce qu'on attend. Et on vient d'incliner 3 ressources côté Guigui. On vient Blue Leader et se cracher dans Blue Ace. Je souffle. Le mec, son tour 5, où il doit mettre la pression, son tour 4 avant Luc, il est en train de jeter des vaisseaux à la poubelle. Comment je la joue là? Il a 2 ressources. Il a juste un vaisseau. Là, je dis, je veux annuler parce que je veux déployer un fils. Pourquoi? Je veux déployer un fils parce que je veux l'init et faire la capture. En fait, je tape à 3 et après, je me dis, putain, mais non, il faut que je prenne l'init et que je capture en premier. Comme ça, il peut pas déployer Luc. C'est ça qu'il faut faire. Sauf que je tape 3 et je dis, je tape 3 et je dis, attends, non, je vais annuler. Et je dis, bon, attends, j'ai fait le truc, je vais pas commencer à rewind. Vas-y, j'ai tapé 3. Donc là, c'est la merde. S'il tape base, moi, je dois déployer un fils. Là, il prend l'init et du coup, je peux pas capturer. Sauf que, fait Luc. Donc, au lieu de taper à 3, de prendre l'init, déployer Luc, faire Cinta, faire je sais pas quoi, il vient de me laisser une occasion en plus de prendre l'init. Et donc, du coup, de pouvoir potentiellement gérer son vaisseau. Donc, Guigui, si tu passes par là, prends toutes les remarques et tu vas prendre un level de ouf sur Luc. Donc là, qu'est-ce que je me dis? Bah, parfait, je déploie une fils. Vas-y. Le mec va taper 3 bases et parce qu'il va vouloir mettre ses dégâts. Sauf que, alors, pourquoi What? J'ai encore troll. J'ai encore hésité. Je pense que je le respecte pas, là, c'est pas possible. Là, je dois déployer une fist et juste passer. Et prendre les nits. Je tape à 3 bases pour pusher les dégâts. Peut-être que c'est important. Je suis dans la merde. Peut-être qu'il faut que je prenne du risque, que je pousse du dégât et que j'espère que le mec continue à faire des erreurs. Et bah, il va jouer un truc pour 2. Il va jouer pot. Il va jouer pot sur son vaisseau. En termes de value, c'est ouf ce qui va se passer. Je vais jouer une fils. Je vais pouvoir deployer une fils. Donc là, on voit que là, je commence à sourire. Je commence à sourire. Le mec, il vient de me donner un truc de ouf. Je pose une fils. Il va évidemment faire ses 5 bases. Pourquoi il les ferait pas? Il vient de jouer pot. Et du coup, il peut même plus déployer Luc sur son vaisseau. Donc, c'est ouf. Ça me met trop bien. Donc, je prends mes 5 bases. Alors, je mets un dé. Bon. Ah oui, pardon. Faut mettre le beeper. Bah, je prends une hit. Hop. On a Kanan qui rentre, c'est pas mal. On n'a pas de bons drops qui mettent la pression. Hein. On n'a pas les gros trucs. Hein. On a Jean, on a Kanan, on a Moral Authority. On est purement en gestion, là. Bon, la base n'est pas encore utilisée. Donc, ça va permettre potentiellement d'incliner quelque chose. On démarre le tour. Est-ce que je reste à 5 ressources? Oui, parce que ça fait Moral Authority plus Jean. Bon. Qu'est-ce que je fais? Oh, c'est encore plus fort que Moral Authority. C'est encore plus fort que Moral Authority. J'ai même pas besoin de capturer. Je fais juste l'effet Kanan. Je remonte en main son vaisseau.
Alors c'est vrai que je lui laisse l'opposition de le refaire, mais il a plus de vaisseau, donc c'est pas grave. Et ça détruit Po. Donc là pour 4, j'ai bien du rouge, hein. Je peux bien le faire. Pour 4, j'ai détruit son tour d'avant. Et moi, je suis revenu sur le board. J'ai 4 unités qui tapent à 3, qui me restore 1, et le mec a rien. Et là il joue un Typho. La question c'est est-ce que tu prends l'unité, tu captures Typho ou tu vas dans Typho? Bah en vrai, moi je me dis, bon j'envoie Caris, c'est gratos. Je disclose un peu plus tard je crois. Je lui montre Jean et Aggressive Negotiation. Parce que j'ai pas envie de lui montrer mon autre carte en main. Mais j'ai autre chose ou pas? Ah oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit j'ai une autre carte en main, je vais pas te la montrer. Mais du coup, je sais pas ce que c'est, puisqu'on a vu ma main au début. Je sais pas d'où il sort le Kanan. Je pense que j'ai cheat. On voit ma main au début, il n'y a pas tout ça. Bon, du coup, je vais juste chercher ce petit Typho tranquillou. Bon, il déploie Luke à pied, tu te rends compte? Le move où il prend pas les nits pour deploy Luke, il se retrouve le tour d'après à deploy Luke à pied. Il y a 19, il a 7 dégâts d'avance sur la base, et au lieu de faire 5 bases avec Luke et passer à 11 d'avance, et donc me mettre à 12 du létal, hein. Moi, Luke, ça me demande 3 coups à aller chercher là. Je dois taper avec Enfys et je dois taper avec Enfys et Kanan pour tuer Luke. Il a fait quoi? Ah merde. Oh non, comment on avance? Oh putain, YouTube, on peut utiliser les flèches. Il a fait quoi? Il a tapé pour trade Cloud Rider parce qu'il veut pas prendre 5 bases. T'as 6 d'avance, donc si tu fais 5, t'as 11 d'avance. Moi, je peux passer à... Je peux faire 8 dégâts où il faut que je gère Luke. Et bah, tu décides de trade Cloud Rider et donc de mettre 5 dégâts dans un truc à 2 PV. Et moi, je vais juste me dire, bah, 3 bases. Parce que du coup, là, sur la table, je me dis, bon, bah, ok, je fais 6 par tour, je restore 1, moi, je vais pas me suicider dans Luke, ça sert à rien, quoi. Je prends plus de dégâts en plus, donc le combat, de toute façon, le combat où je prends 5 dégâts et j'en mets 3, il a vraiment aucun intérêt d'être pris. Donc 3 bases. Il prend les nits. Là, on passe à 6 ressources parce que ça peut faire AN plus Moral Authority, donc on peut faire quelque chose. C'est vrai que il se dit qu'il doit trade pour éviter de se prendre trop de dégâts, machin, mais bon, en même temps, AN, j'ai juste besoin d'unités. On vient trade Kanan, donc ça, c'est plutôt correct, en vrai. Maintenant que tu as commencé à trade, j'ai envie de te dire, autant y aller. Bon, on vient trade Kanan, je fais pas mon restore, Luke commence à s'affaiblir. Qu'est-ce que je peux faire dans ma main? Je viens poser un Caris. J'ai envie de garder Enfys open, parce que s'il joue un truc un peu gros, je le capture, je fais 2 plus base. Donc c'est comme ça que je la joue. Et d'autant plus que si jamais il fait un truc où il passe machin, bah Caris tue Luke. On vient jouer la 5-5 spatiale Raid 1. Ici, on joue la 5-5 spatiale Raid 1, qui est une menace bien chiante, mais pour 3, je la capture, je donne 5 à Enfys, et là, là je me dis c'est bon, j'ai gagné, j'ai fait trop de value, je pense que c'est le turning point, et d'autant plus que s'il avait tapé Luke le tour d'avant, regardez bien, s'il avait tapé Luke le tour d'avant, dans ma base, lui il serait à 22, parce que j'aurais fait les 5 dégâts avec le petit gars. Il serait peut-être à 27, parce que j'aurais fait les dégâts 2 fois avec le petit gars. Il reste 6 PV, bon, ok. Luke, il aurait fait 5, 2 fois dans ma base, je serais à 21. Le vaisseau, il tapait à 6, donc il avait le kill, s'il prenait les nits ce tour. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Au lieu du coup de prendre les nits à ce moment-là, bah il a pris les nits. Donc il a pris les nits en plus. Je capture, il prend les nits et je fais mes 5 bases. Il aurait été à 22. Peut-être qu'avec le heal, en vrai tête avec le heal Kanan, il était à 26. Il me poussait qu'à 26. Parce que j'aurais été à 10 PV sur ma base. Mais du coup là, cette première action de ce tour-là aurait dû me kill. Sachant que sur le deploy Luke déjà bien plus tôt, enfin bref. Donc cette game, il doit la win. Mais l'intégrale des erreurs fait que je m'en sors bien. Il va faire un uppercut magistral. Il va envoyer 6 dans Enfys Nest. Bon, ok. Enfys a plus qu'un PV. Bon, je tape avec. Hein. Que faire d'autre? 5 bases. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire? Son Luke, il a 3-4 PV. Non, Luke, il a 3 PV. Luke, il a 3 PV. C'est-à-dire que Caris tue Luke. Didi, il va faire System Shock. Donc il va tuer Enfys. Ça sert à quoi de tuer Enfys maintenant? Quoi ça sert de tuer Enfys maintenant? C'est Caris la menace directe. À ce moment-là, la prochaine action que je peux faire, c'est taper avec Caris. Enfys, elle joue plus du tour. Attaquer avec Caris, ça implique quoi? Ça veut dire que je peux tuer Luke. Donc System Shock à ce moment-là n'a aucun intérêt. Ça n'apporte rien au tour. Alors que lui, il peut mettre 6 bases avec Luke ou trade Caris et m'empêcher de prendre 3 bases. Bon, il a plus intérêt à mettre 6 bases en termes de value, même si maintenant il est un peu en retard. Peut-être qu'il veut trade. Bon, Caris, tu libères ton truc. Tu libères ton truc en tuant Enfys, pardon. Luke, il a 3 PV. J'espère que je trade Luke. Ou je pousse 3 bases parce que j'ai beaucoup de dégâts. Ah, je me dis que j'incline Luke. C'est assez curieux. Ah non, je le fais pas. Ah oui, parce que je vois qu'il y a 3 dégâts. Non, d'accord, ouais. Oui, bah oui, je vois que Luke a 3 PV. Donc là, il m'a donné son Luke. Son Huck. Il m'a donné son Huck. On sait pas pourquoi. Il m'a donné Luke. Donc on prend Luke. On a un espion. Sur le board, qu'est-ce qui se passe? J'ai 7 ressources. Guigui, il a 2 ressources. Et il a juste sa 5-5 spatiale.
et qui du coup maintenant est hors de portée puisque j'ai 11 PV sur ma base, lui il est à 22. Donc là j'ai repris un peu d'avance. Et j'ai cette ressource donc je vais pouvoir m'amuser. Il joue un Red 5. Non, il joue un 3-2 spatial. Parce qu'il a que 2 ressources, effectivement il n'a pas le droit. Je vais jouer Jhin, je vais donner un XP. Les tours de merde. J'ai pas de carte en main, je dois mettre un d'XP sur l'espion pour taper la base, pour mettre la pression quoi. À lui de jouer, il va évidemment claim. On va poser 3 bases. Et est-ce qu'on a quelque chose à jouer pour 3? On n'a rien à jouer pour 3, c'est catastrophique. Mon tour à 7 ressources, je joue Jhin pour mettre un XP sur l'espion. Gigi tape ma base, depuis 6 tours tu dois taper ma base. Je dois pas la gagner cette game. Et là il reste combien à push? Il me reste que 7, 1, 2, 3, il me reste 8 à mettre. Il tue mon espion, putain comment il a fait? Blue Leader, il envoie Blue Leader en première action pour tuer l'espion. L'espion meurt. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on pousse 2 avec Jhin? On pousse 2 avec Jhin parce qu'on sait qu'on a N. On réfléchit fort parce qu'il faut compter jusqu'à 6. On pousse les deux. On pousse les deux, on a peur. Il pousse 6 bases. On est à 17. Il a combien de cartes en main? Il a peu de cartes en main, il peut pas N. Je pense que je vais lui demander combien il a de cartes. On compte les ressources. T'as combien de cartes? Moi je compte mes ressources, combien j'ai de cartes. Je vais réduire les dégâts du mec en jouant Sabine, en enlevant un XP par peur. Par crainte qu'il joue à saut tandem. Parce que s'il prend l'unité qui joue à saut tandem, j'ai compté, je crois que ça faisait combien? Ah oui, non, je perdais sur assaut tandem. En fait, mon calcul, c'est de me dire s'il a saut tandem, j'ai perdu, donc il faut que je joue comme s'il l'avait pas. Et là, je me dis, il va peut-être vouloir mettre 3 bases avec lui, parce qu'il fait que grid depuis le début. Et je dois encore commit. Parce qu'en fait, il lui reste combien de ressources là? Il a payé 5. En fait, je me dis, j'ai peur qu'il tue Jhin. Et donc, si je joue pas d'autre chose, j'ai personne qui porte Aggressive Negotiation et j'ai perdu. Donc, je suis obligé de jouer quelque chose. Donc, en fait, c'est pour ça que je joue Sabine. C'est parce que je me dis, si je gère Jhin pour 2 ou 3 ressources, il est dans le cul. Donc, j'envoie Sabine. On a Amélie qui passe nous dire bonjour. Ça guide réfléchir, du coup, on boit un peu d'eau. Il prend l'init. Et donc là, je me dis, il a réfléchi très longtemps. Il a pas l'étal. Donc, moi, je me dis, allez, je rajoute un truc qui a 3. Comme ça, avec AN, j'ai le kill. Avec et Sabine et Caris, il peut pas gérer les deux. S'il me gérait 2 unités parce qu'il avait un truc qui gérait 2 unités, c'était chiant. Là, je me mets dans une situation où en plus, s'il met un Taifo, je peux gérer Taifo et passer à travers. Donc, je dois trouver quelque chose comme ça. C'était un peu Taifo qui me faisait peur. Donc, c'est pour ça que je rajoute une pression parce que j'ai besoin de cette pression en plus. Parce que si je la mets pas et qu'il joue Taifo, je peux pas gérer et Taifo et forcer Blue Leader à tanker un coup. Donc, c'est pas évident. Il vient faire. Ouais, il tape avec Blue Leader, mais je dis j'ai la haine, donc je la gagne. Donc, je souffle parce que, enfin, vous voyez la tronche de la game. J'ai joué que des trucs qui coûtent 2 et un Canaan de la game, c'est catastrophique. Et je l'ai eu parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Et donc une deuxième game où Guigui fait potentiellement moins d'erreurs, ça s'annonce plutôt compliqué. On side un peu. Alors attends. Il a déjà préparé sa carte. Il a l'initiative. J'ai Mulligan. On voit un Cloud Rider. Il joue même départ que tout à l'heure. Il a la 1-3. J'ai mon Cloud Rider. Mais cette fois, nous avons The Magical Tech. Et là, on pioche quoi? On a encore des Caris, des machins, des trucs à 2. On voit pas de Bomber, on voit pas de Sabine Masterpiece. Sabine Masterpiece dans le match-up, après, n'est pas exceptionnel, je suis d'accord. On a notre petit Cloud Rider vétéran. Cette fois, je me dis, ah, j'ai appris d'avant, je vais pas me faire baiser par Red 5. Donc, comment je mets mes dégâts indirects? Je mets 3 bases et 1 sur mon Cloud Rider. Hop, 3 bases, 1 Cloud Rider. Sauf qu'il fait quoi? Il peut faire effet Luc, en fait, donc ça rien même. Mais, en fonction de ce que je joue, je peux me retrouver avec l'init. Il joue Red 5. Moi, je joue ma 3-2 qui me donne un cred. Regarde, c'est pas dingue quand on sait qu'on peut avoir une Sabine Masterpiece. C'est tout. Il n'y a que ça comme... Ah si, j'ai Red 5 quand même, qui trade son truc. Non, j'ai quand même 5 belles cartes. Il claim. Donc il a pas fait le ping, pas fait le ping Luc. Cette fois, il s'est pas fait avoir, il a claim au lieu de faire l'effet Luc. Mais il a claim, mais il a pas de value à faire de ce claim, a priori. Et pour 4, il va nous rejouer le vaisseau. Cette fois, il fait 3 dégâts. Et donc là, je suis en mode, putain, il fait 3 dégâts, son truc de merde. Du coup, le ping que je me suis mis sur mon Cloud Rider tue Cloud Rider. Donc il était content. Donc là, bon, mine de rien, il me laisse l'occasion, en tradant un truc, de moi de lui gérer un vaisseau. Donc ça, c'est pas mal. Faut juste, on voit pas ma main, donc je sais pas ce que je peux faire. Et ça réfléchit fort. Et je comprends pourquoi j'ai de moins en moins de cheveux. Pour 4, on a un Canaan. Et c'est là que c'est énorme, que il a tué mon Cloud Rider. Du coup, j'ai plus d'unité rouge. Du coup, mon Canaan ne peut pas enlever un gros truc. Et je suis obligé d'enlever ça 1-3. Du coup, je peux que enlever la 1-3. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que moi, j'aurais bien aimé enlever Red 5 parce que ça fait de la value, Red 5. Donc là, on se raconte nos vies. Et qu'est-ce qui va se passer quand on se raconte nos vies? On est plus concentré. Et discretos, et il a tapé quel fighter ce tour? Aucun. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je mets de base. Mais ça veut dire que Red 5 tue lui. Alors qu'il aurait pas pu, puisque tu n'as pas tapé qu'un fighter. Donc, je l'ai dans l'os. Donc là, je perds de la value quand même. Je perds un body.
que je dois pas perdre. Parce qu'il doit prendre... Il aurait pu taper 2 fois en gros le body. Puisqu'il aurait tapé avec Red 5, potentiellement fait le ping après. S'il avait voulu, c'était pas si rentable que ça. Et du coup, j'aurais pu mettre 2 dégâts base de plus. Allez, en vrai, c'est marginal. À l'échelle de la game dégueulasse que je vais avoir, c'est pas très grave. On pousse 3 bases, on soigne de 1. Et là, il va me sortir, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Manœuvre improbable. Manœuvre improbable, ça fait quoi? Pour chaque effet en attaque de l'unité, elle fait 2 dégâts à une autre unité. Et en plus, elle peut attaquer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 dégâts à Kanan pour 1. Et en plus, du coup, il fait trigger effet Red 5. Donc, il tue Kanan et il fait 3 bases. Pour 1. Donc, super. Ma carte qui est de la value, elle est morte en une action. Je relis la carte parce que j'ai un peu le seum. Ah, je tremble, c'est intéressant, c'est un bail parce que je me fais laver et que j'ai pas de réponse. On déploie Enfis, est-ce qu'on a mieux? Est-ce qu'on a de quoi capturer? Ça joue Typho. Et là, c'est dur. Le choix est très dur parce que, effectivement, j'ai Moral Authority. Mais là, la question qui doit se poser, c'est est-ce qu'on préfère Moral Authority Red 5 pour pas qu'ils mettent Red 5 sur Luke? Enfin, Luke sur Red 5, parce que Red 5, Luke, c'est stupide, ça fait 5 par tour. Mais du coup, je suis obligé. Je vais trade probablement Enfys, enfin Capitaine Typho avec Enfys. Du coup, Enfys prend 4. Et du coup, s'il déploie Luke sur la 3-4, il va faire 3 Enfys. Et en plus, s'il a Sintai, il le fait direct en première action. Et donc, il tue Enfys. Donc, le choix est dur. C'est trade Typho ou capturer Typho et taper base en espérant avoir une gestion pour Luke. Parce que moi, je reste convaincu que Luke, on peut l'enlever avec un anti-upgrade d'ailleurs. Sauf qu'on peut pas. Je Moral Authority, je capture Typho. En termes de value, c'est bien. Il a plus de ressources. Moi, j'ai joué ça. Il fait 3 bases. J'ai payé 3. Je vais pouvoir faire 5 bases. Est-ce qu'il va faire le ping Luke ou pas? Il n'a pas d'intérêt. Coup de bol. J'ai 2 ressources. Vu que je pioche que des petites cartes, je peux jouer un Caris. Donc ça me fait un tour intéressant en termes de value. Lui, il n'a pas fait de tour, lui. Bon, il m'a quand même one-shot mon canal, ce qui est quand même pénible. Il m'a one-shot mon canal, mais je me retrouve avec une 5-5, une 5-7, pardon, et une 3-2. Donc, si j'ai de la gestion, je suis pas trop en retard. Lui, il peut avoir du mal à répondre à tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire côté Guigui en première action? Donc là, juste récapitulatif des bases. Il me reste 16 PV, il lui reste 20 PV. Sur la table, il a 3, 6, potentiellement Luc, il a 11 dégâts. Moi, j'ai 8. Donc, je peux pas faire la course, je suis derrière. Et lui, il peut largement défoncer ma base sur un Deploy Luke Sinta. Deploy Luke Sinta, il fait 5 là. Il fait 7 bases. Je passe à 28. Et en fonction de ce qu'il joue, aux premières actions prochain tour, il peut gagner. Voire il tape juste là, il fait 3 bases. Et après, il a le kill. Comment il va la jouer? Après, s'il a pas Sinta, il peut pas le faire. On vient jouer Blue Leader à 5 ressources pour mettre 5 dans Enfys. Vous voyez ma tête, je dis mais what the fuck? Ça se voit, je réagis, je suis en mode what? Bon bah du coup, j'ai qu'un play à faire, c'est 5 bases avec Enfys quoi. Sinon il fait Red 5, il la tue. Donc le play il est obvious. Le play est encore plus drôle. Parce qu'au lieu de faire 5 bases avec Enfys, je peux Ace Blue Ace, du coup tuer Red 5. Du coup il peut pas faire le deploy, il peut pas faire tuer Enfys avec Red 5 puisqu'il est mort. Du coup, parce que moi je fais ça parce que je sais qu'il peut plus Sinta. Donc du coup il doit déployer Luke. Du coup après il peut taper avec Luke, base et après tuer Enfys et après libérer Kid Fisto. Mais du coup dans l'ordre des actions ça me donne de la value de malade. Parce que je fais le trade gratos et mon tour il est évident. Donc là qu'est-ce qui se passe? Il doit déployer Luke, il a que ça à faire. Il a joué un fighter, il peut ping s'il veut à la limite. On voit sa main là, on voit qu'il a pas grand chose. Il déploie Luke, d'accord. Bon bah là Luke menace Enfys, je vais évidemment faire mes 5 bases, pardon. Voilà. Je prends tarif. Il m'a donné gratos son chip, c'est dingue. Il récupère Typho, donc là, bon, vous vous doutez bien que c'est la merde. La question, c'est est-ce qu'on gère Typho tout de suite ou pas? En fait, vu que j'ai pas de réponse, on voit quoi? On voit AN, on voit Rebellious Samurai, mais j'ai pas de carte, et on voit Stay on Target. J'ai rien en main pour cette situation-là. Body language extrêmement négatif, évidemment. On est comme ça. C'est pas bon, le mec fait nain, on perd. Donc c'est dur. On vient gérer Typho. Le mec disclose même pas. Ah oui, mais parce qu'il peut pas disclose. Ok. Maintenant qu'on a vu sa main, on sait pourquoi il disclose pas. Il a juste un sort rouge. On chope une jean et une brique. Donc là, en fonction de l'ordre dans lequel il joue, on peut faire quelque chose. Ah oui, il tape base et il tue Blue Ace. Donc bah évidemment, il me reste 2 PV base, c'est la merde. J'ai Rebellious Hammerhead, Charisnémique, joue Rebellious sur son truc. Ah oui, là c'est énorme. C'est énorme parce que je me dis, oh ça fait 4 avec les dégâts de Rebellious Hammerhead. Avec les dégâts de Rebellious Hammerhead. Je finis ça au prochain tour. Mais je sais que j'ai perdu. S'il prend l'init, il a gagné, j'ai plus de ressources. Et là, je vais le regarder droit dans les yeux en mode tu fais quoi, mec? Est-ce que tu vois que t'as le kill si tu prends l'init?
Et il va regarder pendant une minute, il va essayer de mettre des ressources. Je joue, est-ce que je joue un truc qui fait 2-3 dégâts, il y a plus que 2 PV en face. Et vraiment, réflexion intense. Alors que j'ai full... je le regarde en plus en mode, vas-y mec, je suis mort de rire, il a le kill. Prends l'init, Kiki, prends l'init. Ah et là c'est bon, il dit je prends l'init, je fais mec, bah ouais gros, je sais que t'as le kill. Bien joué, donc il l'a, on passe à la 3. Et là la 3, j'ai un problème fondamental, et donc je mulligan. Je sais pas si c'est pré-mulligan ou pas. Ouais, il est prêt, donc c'est post-mulligan. La main de départ, c'est Day That Chip, Blue Ace, et après d'autres trucs. Mais en gros, je peux jouer éventuellement Day That Chip, Blue Ace. Mon problème à ce moment-là, c'est que si je fais Blue Ace, Day That Chip, j'ai l'initiative. Donc je suis obligé de taper en premier je vais en bouche un des tokens pour pas... Enfin, autant en bouche quelque chose. Et il va pouvoir taper avec un fighter, faire effet Luke. Et du coup, potentiellement, avec le deploy du tour d'après, il peut gérer très facilement Blue Ace. Et donc, j'ai perdu 2 cartes et j'ai pas fait grand-chose. Ce qui est pas dingue, du coup. Sauf qu'en fait, si je passe et qu'il joue un 3, je fais Daidachi Blue Ace, là, je suis bien. Et je fais pas ça. Je vais mulligan. Sauf que je mulligan et j'ai rien, c'est au point de... J'ai pas de drop 2 et là, je me dis, putain, le mec... Voilà ma main. Ma main, c'est Stay on Target, tour 3, enfin drop 3, le vaisseau qui fait un cred, Sabine Masterpiece, Red 5, on caresse... C'est pas caresse. Ah, peut-être qu'on a un premier bombardier. Et un autre Stay on Target. Donc là déjà, je joue pas T1. Autant vous dire que ça casse bien les couilles. Parce que contre Luke, j'ai pas le choix, il faut que je joue T1. Je réfléchis fort. Parce que là, il faut enlever un drop 3. J'ai pas envie d'enlever Sabine. Et donc, je vais enlever Red 5. Parce que de toute façon, je vais pas le pinguer. Après, il n'y a pas forcément de trade à faire pour lui. Donc, je vais enlever Red 5. Mais on a Kid Fisto, Either Spritz. Je réfléchis. Je me mets comme ça, posture. Je passe. Vas-y, à toi de jouer. Il réfléchit encore. Il se dit putain, qu'est-ce qu'il fait l'enfoiré? Il regarde sa main. Il a. Est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est Black One? Pour moi, c'est Black One ici. Il a Chewbacca derrière. Donc il pourrait faire Black One. Mais lui, sa lane de play, c'est de jouer son vaisseau et de jouer Chewbacca. Qui va se dire je prends les nits. Pourquoi? Donc là, vous vous doutez que moi, je souffle. Parce que c'était vraiment la merde. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a eu peur de la petite 3-3 en bouche. Effectivement, s'il joue Black One et que je fais la 3-3 en bouche, je lock son Chewbacca. Parce que du coup, son tour 3, c'était que Chewbacca. Et on voit ce qu'il pioche. Cinta, le tirailleur, en fait, il pouvait pas jouer. Il aurait pas pu jouer. Donc finalement, la prise d'init, elle part d'une bonne intention. Mais c'est surtout mon bluff qui paye. Parce que là, c'est... il a peur d'une carte que je ne joue pas. Il peut pas savoir que je la joue pas. Mais du coup, ce fait de passe au lieu de claim me sauve la partie. En tout cas, me sauve ce début de partie. On réfléchit fort parce qu'on vient de piocher quoi? Ici, je pense que c'est Caris. Et là, je vois Rebellious Hammerhead. On réfléchit fort. Parce qu'il faut discard une carte. Et là, on est dans une posture où on stat à jouer Masterpiece. Et où le truc qui fait un crédit. Pourquoi je vais jouer le truc qui fait un crédit? Je vais me dire que Kid Fisto Either Sprite, ça peut être sympa pour aller gérer des vaisseaux parce que c'est une 4-5. Écoute, t'allais mettre quelque chose, ça va être sympa. Et il va jouer Black One. Donc, moi, j'ai pas d'autre chose à faire. Ah oui, en fait, la question, c'est est-ce que je joue le crédit ou Sabine Masterpiece parce que ça va en face de Black One et c'est pas si mal, j'ai le trade. Mais je me dis, bon, on va pas se prendre un Blue Leader comme un con. On va gentiment jouer le crédit pour se donner une option supplémentaire au prochain tour. Notamment de peut-être top deck le bombardier, peut-être top deck autre chose de sympa. Enfin, en tout cas, trouver une bonne option pour ce tour suivant. Il va claim. On réfléchit encore sur les ressources. J'ai du mal à voir ce que j'ai pioché. J'ai pioché la 4-4. J'ai pioché la cour 4 et une AN. Je vais mettre la cour 4 en ressources, même si je me dis, putain, c'est quand même l'occasion d'avoir un drop 4 et de sans cramer mon crédit. Mais en même temps, mon crédit, à part pour jouer Rebellious Hammerhead au tour d'après. Ce qui est intéressant, Rebellious Hammerhead au tour d'après. Je peux faire 3 ou 4 dégâts. Et vu que j'ai pas joué au tour 1, Rebellious Hammerhead fait 4. Donc, garder mon crédit pour jouer Rebellious Hammerhead au tour d'après, c'est tentant. Mais donc là, du coup, je me dis quoi? Je me dis, en vrai, au pire, je joue Masterpiece ce tour, en fonction de ce qu'il fait. Ça fera de la value plus tard, parce qu'au prochain tour, je peux avoir Enfys. Je peux surtout Rebellious Hammerhead en première action et gérer le vaisseau qui menace Masterpiece. C'est ça ma réflexion. Donc, la 4-4, je la mets en ressources. Je triche, je reprends mon 4-4. Il monte Chewbacca à la caméra. Ah oui, il monte Chewbacca à la caméra en mode, on verra si tu regrettes, je vais jouer ça. Et je suis sur cette réflexion, est-ce que je joue la 4-4, est-ce que je joue Masterpiece? Et au final, je mets quand même la 4-4 en ressources. Ça me paraissait... En fait, j'aime pas revenir. J'aime pas reroll. C'est-à-dire que j'ai toujours ce truc de me dire, ah non. Et au final, maintenant, je reste dans cette posture de dire, ok, je reroll pas vraiment. Enfin, j'essaie de reroll le moins possible par respect, tu vois. Mais des fois, c'est chiant, on a envie quand même. Donc la réflexion intense. Il a pioché Masterpiece quand même, donc il peut vouloir la mettre. Mais lui, il se dit,
S'il joue Kanan à ce tour, et que je joue Chewbacca, j'ai gagné. Donc il envoie Chewbacca. Body language. On souffle fort, putain de merde, on enlève le fucking Chewbacca. On respire parce que c'est... Tu viens de faire ça à ce moment de la game, tu viens de poser une 4-5. Le mec vient de ruiner son tour. J'ai ma 2-3. J'ai une 4-5 dans l'espace. Ça va gérer les vaisseaux. Putain, là on peut respirer fort parce que c'était vraiment extrêmement mal embarqué. Et on... Ah, on se met à poil quand même en live. Ok, on a peur de rien. Là on boit de l'eau, on a intérêt à boire de l'eau. On se prend quand même un move incroyable et désespéré de Guigui qui envoie Black One avec Hotshot Maneuver là, manœuvre improbable, qui va faire donc 4 dans mon vaisseau. Je me dis bon bah je peux taper à 2 gratos du coup. Je tape de base et il va faire effet Luke pour gérer mon vaisseau. Donc là on est sur un board state. Il n'y a plus de vaisseau côté Luke. J'ai mis 2 bases. Bon ça c'est anecdotique. J'ai mis 2 bases. Mais il n'a pas mis de vaisseau. Donc Luke il n'a pas forcément un bon deploy pour le moment. Et c'est beaucoup moins la merde que prévu par rapport à ce que j'avais au départ. Ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique. Il a claqué 2 cartes. Vu qu'il n'a pas joué au premier tour, en termes de carte advantage, c'est pas dingue. Mais on a réduit ses possibilités. Moi, j'ai plus de possibilités parce que j'ai plus de cartes en main. Et on vient de rentrer Lightmaker et Jyn Erso. Donc là, intéressant. Jyn qui peut lock Luke s'il est buff. Il y a quand même des belles techs à faire. Et on a notre petit Deploy and Fist. Donc là, on va pouvoir commencer à push quelques damage. Et lui, finalement, probablement qu'il va déployer un seul vaisseau. Et nous, on va pouvoir faire notre vie. Ce qui est dommage là, c'est de ne pas avoir Kanan. Parce que s'il joue un vaisseau qui coûte pas 5, on peut le ruiner. Et on n'a pas non plus... Il passe. Ah non, oui, j'ai pris l'init gratos tout à l'heure. Donc là, il va jouer un vaisseau. Et donc là, dommage, on n'a pas Moral Authority. Moral Authority aurait close la game. Clairement. On fait 2 bases. 2 bases parce que de toute façon, on va pusher tous les dégâts possibles ce tour. On sait qu'il va jouer Luke au prochain tour. On regarde ce que fait Luke. Et c'est à ce moment-là que j'apprends que Luke, il peut pas être enlevé par des anti-upgrades. Donc là, on tremble un peu parce qu'on se dit qu'on est un connard. On se dit qu'on a eu de la chance de du coup jouer tous les anti-upgrades possibles pour se protéger. Et que du coup, ça nous sauve parce que ça tue le Chewbacca. Et on joue Lightmaker. Pourquoi Lightmaker? C'est très intéressant à ce moment-là. Mon adversaire, je viens de lui poser une carte qui fait 7 bases. Si je joue à N ou autre chose, ça fait beaucoup plus. Mais s'il la gère, ça incline son board. S'il remet des menaces spatiales, je peux juste suicider mon Hammerhead dans Luke. Ça défonce Luke et en plus ça incline tout son board. Donc c'est sympa. Et si jamais il n'est pas si menaçant que ça, je suis en train de poser 7 bases par tour. Et donc là, ça lui pose le dilemme de le gérer en première action avec par exemple un Blue Eyes. Il joue pas Blue Eyes donc ça marche pas. De le gérer... avec une carte qui fait 4 dégâts, je sais pas laquelle, mais de le gérer et donc d'incliner son board. Donc moi j'ai une très bonne menace qui vient d'être posée sur la table. Il prend l'init, je pose 3 bases. Petite blague au passage, ça fait tellement longtemps qu'il a pas tapé ma base que le truc s'est éteint. Donc là on vanne avec Filmovie, ouais il tape pas ma base depuis la game d'avant, donc on est bien. Donc là évidemment, il y a un moment il bidouille ses ressources, je vois qu'il a Cinta en ressources et je lui dis putain mec tu m'as montré ta Cinta quoi. Bon, ça change rien puisque de toute façon, il a l'init, donc il est Cinta ou pas. Moi, j'ai joué mon move de toute façon autour de Cinta, de toute façon, c'est le seul qui peut jouer en ressources. Je joue pour locker son board de toute façon. On passe à 6 ressources, on a le carte advantage, donc on peut se permettre de monter un peu en ressources, notamment pour jouer Rebellious Hammerhead, qui est une option qui peut aller gérer une merde terrestre. Hein. S'il nous pose une sentinelle, un Typho et tout, on peut pousser un peu de dégâts dessus. Là, on s'attend juste... Ah oui, c'est là où je lui dis, mec, je viens de voir ta Cinta. Et il dit Topple the Summit, je dis non, là, l'autre. Ah non, il dit Sudden Ferocity, je fais non, l'autre. Et donc, effectivement, il deploy Luke, il joue Cinta. Et donc là, on balance un bon gros 10 bases. Et ça fait peur. Hein. Quand tu dis, oh putain, ça fait 10 bases, tu te chies un peu dessus. Parce que là, c'est aussi simple que ça. Je ne gère rien sur le board. Qui prend l'initiative et qui joue Tandem Assault, 10 plus 2 Tandem Assault plus 5, 27, je suis mort en 2 actions. En 2 actions, je suis mort. Caca culotte, comme on dit dans le milieu. Comment on joue ça? Le mec a plus de ressources. Ah, il a tué mon truc parce qu'il a fait effet Luke. On a 6 ressources. On vient déjà capturer Cinta. Value. Pour 3, j'enlève son truc qui coûte 6. Je lui enlève la possibilité de jouer Tandem Assault. Donc, je gagne du temps. Est-ce qu'on fout? Parce que là, j'aurais très bien pu aussi me dire... Hammerhead plus trade dans vaisseau Luke. Comme ça, je me débarrasse de Luke. Sauf que le board state, il est quand même... Ah, il a 10 bases. Je peux le pousser à 29. Et au prochain tour, j'ai Enfys, Hammerhead, j'ai Enfys, Sabine Masterpiece qui peut faire 5 dégâts base et incliner 2 ressources, et Lightmaker qui peut faire 7 bases. Donc en fait, je le pousse à 19 et derrière, j'ai beaucoup de dégâts sur la table. Donc comment on joue ça? 7 bases. Donc là, on n'a plus que 3 PV, entre guillemets, on a 3 PV d'avance. Lui, il tape à 10. Sauf que là, du coup, il se retrouve à, s'il fait pas une bonne gestion en première action,
il perd la game parce que je pousse 7 dans sa base et derrière c'est la merde. Parce que j'ai le kill ce tour, lui il a pas le kill ce tour. On voit un Haymaker, on voit un Blue Leader qui peut tuer Masterpiece. Donc lui je pense qu'il va vouloir passer à 7 ressources. Pour 4, il va jouer Haymaker et tuer Lightmaker. Qu'est-ce qui se passe s'il fait ça? On incline bien le vaisseau. Du coup là, je me dis, bah, nickel, pépouze, je viens d'incliner le vaisseau, je suis bien. Qu'est-ce que je fais là? Je joue AN pour mettre la pression. Pourquoi je fais ça? Parce que là j'ai 4 cartes en main. Je fais AN avec Sabine Masterpiece parce que si je joue Blue Leader, il peut tuer Masterpiece. Donc j'ai bien joué parce qu'il jouait effectivement Blue Leader. Donc très bonne décision. Il lui reste 3 ressources open. On va faire probablement quelque chose comme 9 bases ou 8 bases. Et si c'est 8 bases, Enfys a le kill. À 27. Bon, ça fait pas Enfys a le kill, mais au prochain tour, en tout cas, on est bien. Intervention de Film Movie, je suis désolé, je vais mute. Comme ça fait pas d'écho dans le micro. Et là, j'ai un espoir très très fort. Ça fait 1h15 que je recorde. C'est que ça recorde bien parce que sinon je me suicide. Non, j'abuse, c'est un peu too much. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Pour 2, il va redresser Luke. Et là, deuxième aggressive negotiation, ça suffit pour tuer avec Enfys. Oh. Chaud patate hein, la game. Bon, voilà pour cette game. C'est intéressant, notamment sur le niveau, sur toutes les erreurs que Guigui a pu faire. Sur moi, comment je les ai exploitées. Et sur moi, les erreurs que j'ai pu faire. Même si, bon, quand je le dis, j'explique mes choix, donc je parle pas du principe que c'est des erreurs, même s'il y a des moments où j'ai essayé d'avoir cet esprit critique. Mais Guigui, il a fait beaucoup de moments. Et là, je lui dis, mec, il y a beaucoup de moments où tu aurais dû prendre les nids, des machins, des trucs. Bon, on a vu la game, on a vu ce qui s'est passé. Guigui, tu rewatcheras. Et voilà, pour cette game extrêmement intense, où vraiment, c'est vraiment du cul de la gagner. Pardon pour ce mot sur YouTube. Vraiment beaucoup de bol de la win. Et on passe en 4-1 après ça. Donc on est clairement en course pour gagner pour passer en top. Round 6 contre Icrodocus de la team Nular, je crois qu'il s'appelle Nular. En plus, il y avait Nular Skywalker et Nular Icrodocus. Qui joue au Racing. Hard control, machin. C'est dramatique. Je pense que je perds la première, je finis par scoop parce que j'arrive plus à push et il a pris le board. La deuxième joue les jam communication, donc j'arrive à enlever un peu les removals. Ah non, je gagne la première, mais en fait la deuxième je la perds et je me rends compte que j'ai utilisé jam communication trop tôt sur les mauvais removals. En fait, le removal que je dois target, c'est celui qui clear mon board, puisque moi j'ai une optique de jouer deux unités par tour, vu qu'on a vu que contre Guigui c'était possible de jouer plein de drop 2. Et en fait, la dernière, j'arrive à faire une très bonne game. Mais on est à l'overtime. Il reste 12 minutes parce qu'on a été deck check. Il y a 15-20 personnes qui regardent autour. C'est assez ouf en vrai en termes d'ambiance. C'est très agréable à jouer. Les gens parlent un peu autour, donc c'est bon. Des fois, les mecs ils voient les mains, ils parlent, machin truc. Je me retrouve à une situation où on va regarder son deck. Mais je l'ai poussé à 21 PV. Je l'ai poussé à 21 PV. Non, 22 PV. Non, 23 PV. Il a 23 sur sa base. Il a 23 sur sa base. Et il a juste un truc sur le board. C'est Cantina Bright Security. Putain, j'arrive pas à zoomer. Est-ce qu'on peut mettre en grand écran? Il a lui. Canto Bright Security. Donc déjà, je suis en mode casse les couilles parce que j'ai Kananjarus. Donc s'il avait eu Chirrut, qui est juste à côté, je pouvais le remonter en main et passer à travers. Relou. Moi, mon board, c'est Cloud Rider vétéran et Champion SKT Podracer. Parce que je joue ce que je peux. C'est à moi de jouer. Là, si on regarde le board, je peux jouer lui. Je peux taper avec lui, faire 4 bases et il passe à 27. S'il passe à 27, tout truc que je pose qui fait 3, à l'étal. Et donc, s'il n'a pas de réponse, il est obligé de claim. Et donc, s'il est obligé de claim, il joue pas tout son tour, il n'enlève pas tout mon board, et moi, je peux me déployer. Et ça change beaucoup de choses. Sauf que, qu'est-ce que je fais? Je vais jouer Masterpiece. En me disant, je préfère mettre Masterpiece dans une situation où elle fait 5 bases et qu'elle incline 2, que de faire ces 4 dégâts-là tout de suite. Donc, je pose Masterpiece. Il va répondre à Masterpiece. Après ça, et donc, c'est dommage, parce que du coup, si j'avais joué dans l'autre ordre, il aurait pu jouer quelque chose avant. Et peut-être qu'il aurait répondu à autre chose que Masterpiece. Et il aurait perdu des ressources au prochain tour pour gérer Masterpiece en première action. Donc après, je tape avec mon Rider terrain, il passe à 27. Et en fait, je vais passer mon temps à mettre des menaces. Je chope enfin mon premier Tactical Heavy Bomber, il le condamne, c'est pas grave. Je rejoins un Tactical Heavy Bomber et là, on est au time. J'ai 5 cartes sur le board. J'ai 5 fucking cartes sur le board. J'ai toujours pas pioché AN. J'en ai mis la première en ressources au début de la partie parce que j'ai pas le choix. J'allais pas garder AN au début. Ça me bloquait trop mon board. J'ai besoin de Swarm. Je trouve pas d'AN. J'ai 2 Tactical Heavy Bombers. J'ai 3 unités terrestres. Le mec a juste son Cantino Bright qui est blessé. Match nul. Match nul. Ça casse les couilles. Je suis obligé de faire draw.
Bon, le gars jouait pas très vite non plus, mais bon, après, c'est une game control, faut réfléchir. Je reproche pas ça du tout. C'était une game assez intense, très intéressante. Mais oui, vas-y, mec, 100%, je la win. Mais j'ai juste à taper avec n'importe qui. Et je peux pas. Et il a déjà joué tous ces trucs. Il en joue combien des gros? Ah, il en joue 3. Il avait pas joué le troisième en vrai, donc il pouvait encore en avoir un. Ah non, il a Cartel, il a pas Condane. D'ailleurs, il joue pas Condane en fait. Ah si. Ah non, c'est ça, il Condane, et en fait, les gens voient qu'il a pas de quoi disclose. Et moi, j'attaque pas avec l'unit. Ah, ça, c'est Masterpiece. En fait, il joue Condane sur Masterpiece, et du coup, tout le monde dit il a gagné, parce que j'avais tapé avec Masterpiece, et en fait, il a. Ou je tape pas parce qu'il y a Condane dessus, ou je prends pas l'init, et en fait, non, il a quand même pioché de quoi à Condane, puisqu'il a pioché, je crois, le Big Removal, donc il a tout réduit. Mais après, j'ai reposé le board, et ça s'est passé comme ça. Bon, dramatique, on perd, on n'a pas de chat. Celle-là, enfin, on fait match nul, c'est pas de chat. On joue contre Nular Skywalker, qui joue Qui-Gon Jinn, Jedi Temple. Il me fait une première game qui est lente, mais qui permet de faire ses trucs, et en fait, je me chie dans le froc. Au sens figuré, évidemment. Parce que je le vois venir avec son... Ah, on va mettre sa liste, ce sera plus simple, avant de dire des bêtises. Je le vois... Ah, c'est relou, ça, que c'est tout petit. Je le vois venir, il joue ça T1. Moi, je suis en train de partir un peu spatial. Je fais ma life spatiale, je suis bien. Il joue des hobbies, ça bloque un peu le terrestre, c'est relou. Il joue des Qui-Gon, machin truc. Et l'avance petit a joué se rapprocher très fort de Yoda. Et sauf que moi, j'ai une bonne main pour sortir assez tôt. Enfin, en fait, assez tôt, oui et non. C'est-à-dire que je sors bombardier, mais s'il a Yoda, il me le gère. Donc il arrive au tour où il peut jouer Yoda grâce à Jedi consulaire. Moi, j'ai bien avancé la base, hein, quand même. On est à un tour à 6 ressources au déploy Qui-Gon. Mais en fait, la ressource, il consomme la force avec Jedi consulaire pour jouer Yoda. Du coup, Yoda peut pas faire son effet. Donc en fait, il joue juste Yoda comme ça. Bombardier, let's go. On envoie un bombardier, aggressive negotiation. Il veut pas target sur Yoda. Ça, je comprends pas. Il met pas de dégâts sur Yoda. Il a peur que je le gère parce qu'il veut faire effet Qui-Gon. Donc il clear. Ah mais non, il a fait Max Reboband et tout, je crois. Il a joué une 1-7, 1-5. Oui, c'est ça, il avait juste joué Max Reboband pour se faire du cred. J'en sais rien en fait. Il a des PV, ouais non, il doit avoir 2 sentinelles, il met les dégâts dessus. Il fait piocher à balle. Il joue Yoda. Il met pas de dégâts directs sur Yoda parce qu'il veut faire l'effet Qui-Gon. Et du coup, en fait, vu que Yoda fait pas son effet, bah j'ai le temps de faire ma vie, de mettre la pression. Et finalement, je gagne la première. La deuxième, je la perds. Pourquoi? Parce qu'il a joué cette merde. Et en fait, bah moi, je suis parti spatial comme un fou furieux et vu qu'il a joué ça, bah, j'en ai vu 2 dans la game, j'ai pas joué. Il a fini par jouer Liberty, c'était dur. Ah non, Liberty c'est dans l'autre, j'arrive à passer à travers. Mais il a des bonnes gestions, donc il m'empêche de... Enfin voilà, je la gagne pas, hein. C'est aussi simple que ça me bloque vraiment. Et en fait, la deuxième game, je vais mettre la pression avec Blue Ace. Il va répondre avec ça et Jedi Consular. Il va Jedi Consular pour jouer ça. Je vais Jin Blue Ace pour lui donner un XP pour qu'il value trade. Donc du coup, je passe à travers en une action, enfin en une attaque. Et derrière, j'arrive à deploy bombardier, à beaucoup piocher, à finir avec une aggressive negotiation. Soulagement, on passe en top 8, on joue ce bon vieux Cyril. On est quand même 3ème du tournoi à l'issue du... Ça fait plaisir en vrai. Regardons ce classement quand même pour voir un peu les decks qui sont représentés. Je me sauce pas mal un peu quand même. 3ème, premier, Yularen. Donc eux ils ont fait 5-0, ils ont double draw. Dr Matou, Yularen. Nokawa avec son Chewbacca bleu, 5-0-2, il a fait 5-0 donc il a double draw. 3ème grâce au goal average. Nomino, Yularen rouge, pareil, à 30 HP. On a un Luke Datavolt qui est passé. 5-1-1. Rikina qui passe avec The Client. Très intéressant, The Client rouge, on verra après, de toute façon on le joue. Dim qui passe à la dernière game aussi. Donc on s'est joué au début, ça fait chier, mais on est passé tous les deux, donc ça fait plaisir. Et French Pat Pat qui arrive à finir 8ème avec Darth Vader Victor Squadron. Et nous allons regarder la game contre Cyril et la commenter parce que c'est à la fois intéressant. La game est intéressante et parce que Cyril est un très bon joueur et son deck est absolument important à maîtriser tellement c'est l'enfer. Donc on a ici une vidéo qui s'appelle Game vs Cyril, on se la met là. Je vais mute parce que je raconte des conneries pour déstabiliser Cyril. Oh, c'est pas en Ultra HD, dommage. Bon, j'ai fait n'importe quoi au début de game, je renverse mon deck, je renverse mes ressources, c'est un peu un sketch. Main de départ. Caris, Stay on Target, Rebellious Hammerhead, il n'y a pas une carte dans le mémoire, le Judge me juge. AN, là je regarde Tom comme ça, je fais... Parce que il sait que mes cartes elles sont jamais dans le bon sens. Et là il me voit tout remettre dans le même sens, mais je crois que c'est juste parce que j'ai mis le deck à l'envers, et pour moi les 6 elles sont arrivées dans le mauvais sens. Je le regarde avec un grand sourire, parce que je suis en train de remettre toutes mes cartes dans le bon ordre.
Et on a une main qui... Ah, est-ce que c'est Masterpiece qu'on voit sur le côté en tout blanc ou c'est Moral Authority? Je pense qu'on n'a pas le choix de la jouer, hein, celle-là, vu qu'on a du mulligan avant. C'est un K2SO, on a 2 Caris. Ça fait un peu peur, hein, on a envie de voir des... Attends, par contre, on va pas foutre ça là. Ok, pardon, on va se mettre ici. Tac. Et Rebellious Hammerhead, c'est trop long. On se dit que c'est trop long. On garde 2 Caris. Donc déjà, on est merde. Hein. On a une main de merde. Ça joue Racing en face, c'est un peu chiant. À ce moment-là, je suis en mode, bah vas-y, il connaît pas mon deck, je vais aller plus vite. Petit coup de cul, qu'est-ce qu'on vient de top deck? Une Sabine Masterpiece. Est-ce qu'on la joue en première action? On force un trade sur Caris. Si on force le trade sur Caris, on peut tuer avec Espion au Racing en survivant. Donc il va pas trade avec Caris. Mais s'il trade pas, je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas bien joué ça. On va voir ce qui se passe. Ah, je fais tomber mon deck, voilà, le sketch. Et je le tapote. Hop, on fait tomber une carte. Je sais pas si vous avez vu. Donc là, hop, le deck tombe. D'accord. On repose le deck. On tapote, on reprend ses cartes. Hop, on fait tomber une ressource. Voilà. On est bien à l'aise de la situation. On fait 3 bases. Et là, peut-être erreur. Peut-être que le move était de faire 3 dans Au Racing. Caris survie. Et du coup, Sabine Masterpiece, avec le ping, tue Au Racing. Peut-être que c'était ça le meilleur play. Comment je la joue? Du coup, là, de toute façon, pas le choix. Bon, je suis en train de ramasser mes cartes. Je déploie Masterpiece. Merde. Je déploie Masterpiece et il déploie 000 pour 3, normal. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va envoyer Stay on Target. Comment ça se résout? Stay on Target. Sabine Masterpiece a +2. Elle fait son effet en attaque. Je vais ping un base parce que j'ai rouge. Stay on Target. Quand cette unité inflige un dégât, je pioche une carte. Hop. Très bien. Hop, je fais un dégât, je pioche 1. Effet Enfist, je paye 2, je remets 1. Donc, je repioche 1. Elle a 5 d'attaque, 5 bases, je pioche 1. Pour 4, parce que j'ai payé l'effet Enfist. Je viens de faire 7 dégâts base et piocher 3 cartes. C'est sympa. Et si j'avais joué un peu différemment, j'aurais pu trade le tour d'avant dans Aura. J'aurais eu l'init. J'aurais fait Stay on Target. J'aurais pu faire. J'aurais peut-être même pas eu besoin de Stay on Target. J'aurais pu faire un ping là. Ça aurait tué Aura. Et un ping là. Et du coup, Caris aurait eu le kill sur lui. Et du coup, j'aurais clear tout le board. Et j'aurais toujours Masterpiece en vie. Ça m'aurait coûté que 2 ressources d'effet Enfist. Bon, j'ai préféré partir aggro. Voyons la suite de la game. Lui, il va... Putain, c'est déjà fini. Le tour est allé vite. Il envoie 3 bases. Ah non, il envoie 5 bases avec lui. Non, il envoie 4 bases, pardon. Il a pas de truc en truc. Et il stitch un prime pour 4. J'ai pas de ressources. Donc là, c'est chiant parce que Masterpiece se relève pas. Début du tour. Suivant. Je fais l'effet de ma base. Canane, je remonte 000. Sauf que la situation, elle aurait dû être telle que il y avait plus de board en face et moi j'avais un espion. Elle aurait pu être telle quelle. Et là, j'avais mes 5 ressources open. Et du coup, j'aurais pu tempo en tapant base pour laisser un deploy client. Et si j'ai deploy client, peut-être que j'ai l'anti-upgrade pour emmerder client. Bon. Lui, il va faire Droid Sonde, il incline Caris. Donc en plus, Droid Sonde incline Caris qui aurait déjà dû trade tout son board. Chiant, ça coûte 2. Et pas mal, parce qu'il protège client, le shield de client. Je deploy Enfist à l'envers. Il a un deuxième Droid Sonde, donc il a une deuxième 3-1 pour 2 qui incline. Et en plus là, j'ai pas dit, mais il a incliné Caris, donc il m'a fait discard. Donc là, chiant. Vous avez suivi, j'ai joué Canane, j'ai joué que 4 ressources. Et là, j'ai... Elle est où la carte? On la voit pas. On la voit pas dans la défausse. J'ai joué System Shock. Donc pour 1, j'ai pu enlever son fucking Stygian Prime. Sauf que, si j'ai enlevé ça, j'ai enlevé mon anti-upgrade, donc je peux pas anti-upgrade lui. Qu'est-ce que je me suis dit? De toute façon, il a joué 4 ressources, il va pas upgrade. Peut-être que c'est un miscall, parce que si j'acceptais que ma Sabine Masterpiece, elle reste couchée. Ah oui, mais j'ai envie de la libérer. Pourquoi? C'est parce que je peux double ping. Et si je double ping, j'élimine les 2 droïdes 3. Sauf que là, mon ami Cyril, il joue bien. Il va trade Canane. Putain, ouais, en fait, c'est la merde. J'y pense que... On a mal joué tous les deux, mais j'ai tendance à dire que finalement, aller gérer avec Caris, c'était peut-être la bonne option. Parce que j'aurais pu, avec une seule carte, juste faire tellement de value. Mais j'aurais accepté de prendre 4 dégâts plus avec le gars. Ouais, Stygian Prime, ça m'a bien bloqué. Bon. On avance la game. Vu qu'il a trade avec... Vu qu'il a trade Canane, je peux pas heal 4. Donc ça, c'est problématique. Il l'a bien lu, hein. Au final, début du tour d'après, j'attaque avec l'effet rouge. Je clear les 2 trucs. Il va envoyer Aggressive Negotiation. Je sais pas combien il a de cartes en main. On est à 15 sur la base. La petite erreur que j'ai faite, c'est que je suis passé à 6 ressources. Petite erreur. Il tape à... Exactement. Il tape à 7. Il me reste 5 PV. Client me tue pas. Il lui reste 2 ressources. Là, je me dis...
Faut que je tape parce qu'il faut que j'avance la base. Donc qu'est-ce que j'ai comme carte à jouer aussi? Je peux peut-être avoir une carte intéressante à ce moment-là pour mettre une pression qui peut me donner l'étal au prochain tour. Je suis dans une situation où il est à 14 de mourir. Est-ce qu'il faut que je trade? Il a plus d'unités, il a plus que 2 ressources, donc il peut pas forcément jouer d'unités. Donc en tradant, je peux peut-être tout clear, j'ai peut-être qu'à 2 SO pour clear, etc., etc. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis beaucoup. C'était une longue réflexion. Il y a Tom qui à un moment m'a dit il faut que tu joues plus vite. Bon, ok. Je vais jouer Jyn Erso, pardon, et je vais incliner Client. Ça m'évite de prendre des dégâts. Lui, il lui reste que 2 trucs, donc il peut pas jouer grand chose. Moi, j'ai payé 4, il me reste 2 ressources. Le problème là sur le board, c'est que je peux pas tout gérer. Et donc, s'il a un sort qui booste, dans tous les cas, il kill. Donc, comment je traite ça? Je vais envoyer Caris dans Client, et en vrai, là, j'ai hésité. Donc, je tue Client avec Caris plus Espion. J'ai hésité longtemps à faire 3 dans Aura ou 3 dans la base. Parce que je suis dans le dilemme sur. Si je mets 3 dans la base, je me rapproche du létal. Et de toute façon, je ne tue pas Aura. Donc, s'il a une carte pour tuer avec Aura, il a gagné. Voilà, donc le choix est simple. Sauf que, si je mets 3 dans Aura, avec le ping de Masterpiece, je tue Aura, et donc du coup, je garde du board pour gérer une menace potentielle qu'il met. Donc mon dilemme, il est là. Au final, il n'y a pas de dilemme parce que je suis monté à 6 ressources qui ne me servent à rien. On voit qu'elles sont ici, ces ressources. Au début du tour suivant, il pose la carte qui donne plus 2, plus 0 s'il a une ressource en moins. Or, il a 5 ressources, je suis passé à 7 en plus. Enfin, le mec fait nimp. Et donc, du coup, il a le kill. Dans la situation où je n'étais pas passé... Alors, il aurait joué autrement, évidemment. Il aurait peut-être mis une menace. Mais du coup, je me suis mis dans une situation où je pouvais mourir sur cette carte. Et donc, ça, c'est mal joué. Bon, maintenant, je sais qu'elle existe, donc je ne passerai plus jamais de ma vie à autant de ressources. On passe à la game 2. Donc déjà, on se raconte nos lives pendant 2 heures. Donc, problème de la game 2, je suis obligé de start Enfys. Jyn Erso, pardon. Lui, il start BT1, mais il avait start Shuttle. Ok. Moi, je vais faire 3 bases. Je tape avant, je sais qu'il est aggro, il va devoir taper aussi. Et, problème, il a une carte rouge, donc il met un ping à Jyn. Bon, j'envoie Masterpiece, c'est très bien. Masterpiece, elle est avec du blanc, avec du vert, pardon, donc je peux faire beaucoup d'effets. On est au début du tour suivant, j'ai l'initiative, évidemment, je tape avec Masterpiece en première action. Comment je la joue? Je peux pas jouer Canaan déjà, donc j'ai pas grand chose d'autre à faire que probablement stay on target. Ah, bah non, même pas. Ok, on envoie base. On va incliner une ressource à l'adversaire et donner un XP à Jyn. Pourquoi je donne un XP à Jyn? Ma réflexion est de me dire, il peut trade Jyn avec BT1, c'est chiant, en termes de value. Si je mets un XP, il doit trade avec l'Ordo, c'est déjà un peu moins chiant en termes de dégâts. Si je mets 2 XP, parce que mon problème c'est que si je mets Steel John Prime sur Sabine Masterpiece, ou tout sort qui fait 4, c'est chiant et je perds Jyn. Donc je me dis, je mets un setup où les deux peuvent survivre. Donc là, mon gamble, c'est de mettre un XP sur Jyn. Dans cette situation-là, je suis capable de trade les 2 unités de l'adversaire. Comment il va jouer? Donc je lui ai incliné 2 ressources, il a plus que 2 ressources, je lui nique quand même bien son tour. Déjà, je peux pas prendre Steel John Prime. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être réussi à voler ces tokens XP. Parce que j'ai... C'est une bonne texte ça de voler les tokens XP. Il a 2 ressources, il vient taper à 2 avec BT1. Et là, mon gamble, c'est faut pas qu'il ait du rouge parce que sinon c'est chiant, il peut tuer avec l'ordo. Il fait pas de rouge, donc moi je vais dans l'ordo sur le gamble. Hop. Donc là, il reste 1 PV sur Jyn Erso. Il a 2 ressources, je lui force à prendre l'init. Parce que s'il me laisse l'init, j'ai Jyn qui fait de la value. Attends, comment il a fait ça? J'ai joué comme ça. Parce que j'avais pas stay on target, je suis parti du principe que je vais me redresser une ressource à moi pour mettre un autre XP à Jyn pour qu'elle ait ses 5 XP. Et du coup, comme ça, je peux jouer un red 5. Ce qui est sympa, ça met de la pression en plus. Mais du coup, au board state, j'ai 2 dégâts d'avance. Enfin, du coup, j'ai 1 dégât de retard, plutôt. Et lui, il a 7 dégâts base potentielle, là où moi, j'ai 5. J'ai 11 dégâts potentiels, mais lui peut finir Enfys. Enfin, Jyn. Mais j'ai gamble, je dois prendre de risques. Enfin, j'estime que je dois prendre du risque. Il attaque avec BT1, il gamble aussi. Il se dit, ok, je vais tuer Jyn avec l'effet. Du jaune. Miracle, ça tue pas Jyn. Je dis sorry. Et du coup, là, j'ai un trade gratuit sur 000. Donc, on a une Jyn qui a vraiment bien géré le board, qui a géré une Tron 4, donc en termes de value, énorme. On est autour de Client. J'ai Aether Spirit en main. Est-ce qu'on peut mettre le son, peut-être? Comment on fait? Donc, il explique que là, en fait, il reveal ses plots. Il montre Sudden Ferocity et Garindan. Il va jouer Garindan. Et il sait que je joue 4 anti-upgrades différents, donc il va hésiter. Et il va se dire, t'as tant de ressources, si tu joues Sabine Unit, tu tues Garindan et t'enlèves le shit, donc ça m'emmerde le plus. Et vu que je vais voir ta main, si t'as autre chose, je verrai si je joue ou pas Sudden Ferocity en plot. Donc c'est énorme comme play, c'est trop fort. Ça lui laisse une possibilité de choix exceptionnelle. Il va voir ma main, il va voir Aether Spirit, donc il sait que j'ai le contre.
à Sudden Ferocity plus Client, parce que j'enlève le shield et j'enlève son Sudden Ferocity, donc je le ruine son tour. En soi, là, on voit ça, on se dit que je suis bien. Et je pense que c'est le cas, parce que je crois que je la win seul. Donc lui, il joue pas Sudden Ferocity, il se garde ses 3 ressources. J'hésite à faire Masterpiece, je le fais pas. J'attaque avec elle. Je fais Stay on Target. Je fais un ping sur Client et un deuxième ping sur Client. Putain, c'est quand même bien faible. Hein. Je pense que je ruine un peu la game là-dessus. J'ai voulu jouer en gestion. Pardon. On repart en arrière parce que j'étais sur autre chose. Donc, il a tapé à 4 avec Client. Ou est-ce qu'il a fait AN? Juste 4 bases. Et il incline Red 5. Oh, Nico, tu n'as pas pensé à l'inclinaison du Client? Trop relou. Je joue Jam en première action. On voit AN, Red Fury. Et en fait, il avait vu ma main. Donc il se dit, mais mec, ton Jam Communication, il sort d'où? Et vu que j'ai fait Stay on Target, j'ai pioché une seule carte. Et c'était Jam Communication. Donc je lui enlève son Aggressive Negotiation. Et ça me sauve complètement la partie. On va déployer derrière. Lui, il joue une Aura Sync quand même. Il met un peu de presse. On déploie Enfys. Je tue Client. Là, on a une table qui est even, mais il a 6-7 bases, tu vois, il a 6 dégâts. Moi, là, j'ai 9. Et en plus, j'ai double trigger Sabine Masterpiece. Il va me jouer en première action le Black Patrouiller, ce qui va permettre d'incliner avec Client. Donc ça m'embête parce que j'ai encore effet Red 5 ou effet Sabine Masterpiece, donc il va m'incliner un des deux. Mais si je tape pas avec Enfys, il peut trade là, donc c'est chiant. Donc la game est un peu compliquée, donc là j'ai une réflexion un peu longue. Mais 1 minute, 1 minute 30. Donc là, j'ai mis 1 minute 30 à réfléchir pour attaquer avec Sabine Masterpiece, faire un ping sur Garindan pour le mettre en échec et un dégât base. Et j'ai fait avec Stay on Target, donc je pioche 2 quand même. Donc je fais quand même, allez, je le passe à 17, j'ai menacé Garindan pour que je me dise, bon, il y a un clean Red 5 en vrai, sinon je te tue Garindan. Et il va probablement incliner Red 5. Donc le plan de jeu, il a respecté... Enfin, il a respecté mon bait, donc je voulais qu'il incline ça. Voilà, je vais 3 bases. Je le passe à 20. J'ai quand même bien avancé. Hein. Il lui reste 10 PV, moi il me reste 17. Lui, il peut faire 6 au max. Il va, avec BT1, faire 2 bases. Il a déjà tapé un avec Garindan. Il fait 2 dégâts sur Enfys. Moi, je joue un charisme pour mettre un peu de la pression. Il prend un temps de réflexion aussi. Il va jouer Battle Fury sur Racing. Donc, une Racing qui peut potentiellement taper à 6. Comment je réponds à ça? Est-ce que j'ai System Shock? Je vois que j'ai beaucoup de ressources open. Je viens prendre 6 bases. Donc là, je sais que je suis hors de portée d'Aggressive Negotiation. Il a plus de cartes en main. Je claim sans hésiter. Il est à 19. Ah oui, je dis que j'ai déjà joué l'effet de ma base, donc je suis obligé de passer à 6 ressources parce qu'à mon avis, je joue Canaan. Oui, voilà. Je pose Canaan et donc je vais remonter au Racing. Et du coup, ça a cancel Battle Fury et ça fait que Sabine Masterpiece va L4. On va pouvoir prendre un peu de plaisir sur ce play dans quelques... Oh, il met la défausse, Aura, non, c'est bon. Comment il répond à ça? Il doit... Son meilleur move, là, c'est d'emmerder Masterpiece. J'ai l'étal sur la table. Il a probablement l'étal aussi sur la table, avec ses boosts. Oh, quoique, il a que 5 dégâts. C'est pas tant. Il va à N. Il fait combien de bases avec ça? 5 bases quand même, hein. Il me pousse à 4 de mourir. Mais donc là, Sabine Masterpiece. Les pouvoirs Power Rangers, comme dirait Thomas. Je me heal 2. Je t'incline une ressource. Je fais un dégât base. Je fais l'effet Enfys. Je heal 2. J'incline une de tes ressources et je fais un base. Et là, c'est GG. Je le mets à 4. Il est à 4 PV et moi, je suis à 8 PV de mourir. Donc, ça devient trop loin. Il check. Game 2 gagné. On passe à la game 3. Et là, j'ai du mulligan. Sauf que ma main, c'est... On voit pas. J'ai pas wine en montrant ma main à la caméra. C'est étonnant. J'ai Cloud Rider. Et c'est énorme. J'ai Cloud Rider, il a Aura Sync, il prend l'init, il joue Garindan. Et il dit Sabine Masterpiece. Il sait que Sabine Masterpiece, c'est une keycard pour moi pour gagner. Évidemment, j'ai Sabine Masterpiece. Et regardez ma main. Sabine, ne pas lâcher la cible. Ne pas lâcher la cible, ça me sert à rien. Sabine, en vrai, dans le setup, ça me sert un peu. Regardons ce qui se passe. Donc, il note tout. Là, moi, évidemment, je vais jouer Sabine. Ou je vais faire mon Cloud Rider. Le setup est pas mauvais parce que Aura Sync peut pas one-shot Cloud Rider. Mais Sabine... Plus Cloud Rider, ça tue au Racing et Sabine prend que 1. Donc, Sabine tue Garindan aussi. Donc, comment je la joue? Mon but, c'est de ne pas prendre de dégâts sur ma base et de forcer les trades. Donc, je vais normalement envoyer Sabine en premier dans au Racing pour lui dire, écoute, si tu veux pas que je fasse de value, tu dois tuer au Racing dans Sabine. Et comme ça, moi, je slow down parce qu'au Racing, elle fait beaucoup de dégâts. Là, je fais une value de ouf si il refuse de tuer Sabine. Il hésite. Moi, j'incite à ce trade-là parce que je préfère qu'il tue Sabine que je prenne 3 bases. D'autant plus, pourquoi? Ah oui, en fait, c'est pour ça qu'il le fait pas, je suis con. J'ai une deuxième Sabine. Donc en fait,
Il sait que s'il trade avec Aura dans Sabine, j'ai encore Sabine au prochain tour et j'ai que ça à faire. J'ai que ça à faire. Mon play, c'est Sabine au prochain tour. Donc évidemment que je veux que ma Sabine meure. J'ai pas pensé, évidemment, que je lui donne ma Sabine à manger. C'est ce qui m'arrange. Et il le fait pas, il est pas con. Putain, Cyril, tu joues parfaitement cette game. C'est pour ça que je la perds. Et évidemment, je tue au Racing avec Cloud Rider, mais il a mis 3 bases. Là, le board state est intéressant, mais on sait que j'ai pas de main. Donc ça, c'est problématique. Il va jouer vaisseau pour 2 de shield. Je tue Garindan, c'est gratuit. Il incline Cloud Rider. Ok, il me reste 4 ressources. Qu'est-ce que je fais pour 4? Un Red 5. Ok, c'est correct. On a pioché ça. C'est mieux que rien. Il joue encore au Racing. C'est pas mal. Nouveau tour. C'est moi qui ai l'initiative, qui ai joué au Racing. Je vais taper 1 dans Aura, de base. On est autour de deploy de nos leaders. Je peux éventuellement Red 5 pour tuer Aura ou Sabine pour tuer Aura. J'ai toujours intérêt à tuer Aura avec Sabine parce que j'ai ma deuxième Sabine en main. Il le sait aussi. Et je pense que je vais jouer d'une manière où je vais lui donner l'indice que j'ai encore une Sabine en main. Et rappelez-vous, il a joué Garindan autour d'eux. Est-ce qu'il avait rien d'autre ou est-ce que c'est parce qu'il avait déjà un Garindan en plot? Et c'est bien ça le sujet. Je vais deploy Enfys. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Là, je suis pas convaincu du move. J'ai envie de trade au Racing peut-être plutôt avec Enfys et envoyer Sabine dans Client après. Ok, on vient faire 2 bases là. Ah non, ok, c'est pour faire Red 5 et tuer au Racing en un coup, je pense. Je tape dans le shield et je tue au Racing en un coup. Et là, on se retrouve sur le moment le plus catastrophique de ma carrière. De ma carrière Star Wars, c'est peut-être ce moment-là le plus terrible de tous. Client, il monte ses plots. Il va reveal Garindan, Sudden Ferocity, Garindan. What the fuck? Ma réaction à ce moment-là, c'est ouh. Et toute la salle qui rigole parce que je vais me faire chier dessus. Comment il joue ça? Il va poser dans un premier temps Garindan. Gol Sabine Wren. Ma main, K2SO, Moral Authority et Sabine Wren. Donc Sabine Wren part à la poubelle. Catastrophique. Mais en vrai, j'ai setup un K2SO. Ça peut aller chercher Client si j'arrive à le blesser. Il découvre K2SO. C'était une bonne tech K2SO. Si je gère Client là, je suis pas si mal. Il a qu'une de 2. J'ai du board. C'est pas tant la merde. Et il enlève Sabine. J'ai plus d'anti-upgrade. Il a pas besoin de faire Garindan. A priori, oui. Enfin, il peut toujours faire Garindan et m'enlever encore une carte. Auquel cas, j'ai que Moral Authority à jouer et je fais rien de plus. Mais j'ai peut-être plus de board si je joue Moral Authority. Il va me laisser mes 2 cartes et il va jouer Sudden Ferocity. Là, je vais réfléchir évidemment parce que c'est chiant. Je dois m'en sortir contre une 7-4 shieldée. Et je me dis, bon, bah, mon seul out, c'est Sabine là-dedans. Enfys là-dedans, elle meurt. Donc, il a pris 3 dégâts. Et K2SO meurt aussi. Et avec son effet, il fait -3. Regardons ce qui se passe. Je tue Sabine. Dans Client, j'enlève le shield. Sauf que Client, il inclut le Master. Il inclut Enfys. J'ai oublié, mais en fait, j'ai pas de port de sortie. Ou alors, je Moral Authority et j'espère Race, mais un truc qui fait 7, j'ai pas de gestion. Faut top deck à Aether Sprit. Si je top deck pas Aether Sprit, c'est perdu. Et là, je dis, bah, c'est pas grave. Je suis body language catastrophique, je suis en débarre. Et là, je fais un move qui a pas de value. C'est que je vais juste crash K2SO dedans. Alors qu'en fait, je dois envoyer K2SO dans Garindan. Ah oui, c'est ça mon call en fait. Oui, c'est parce que du coup, avec Red... Non, ok, c'est pas si con. C'est qu'avec Red 5, je tue les 2. Donc ok, je comprends pourquoi je fais ça. Parce que lui, évidemment, il tape avec Client en première action. Il incline rien parce qu'il a pas mis d'upgrade. Et du coup, je tue le vaisseau et ça avec Red 5. C'est vrai que c'était pas si con. Du coup, je perds juste un peu de temps, mais j'évite 2 dégâts sur ma base. Et je suis à 22 PV. L'adversaire n'est qu'à 4. Et c'est bien ça qui est problématique. C'est que si jamais j'arrive à revenir un peu, je suis quand même très loin. Et je suis dans une situation où j'ai pas un deck qui ait beaucoup de gestion. Je suis un deck offensif, hein. Je suis un deck qui propose des dilemmes. J'ai 5 PV sur ma base, j'ai pas de gestion. Je prends un base. Bah, il n'y a plus que 4 à mettre. Je trade Garindan parce que j'ai pas le choix. Il porte des upgrades. C'est pénible. Bon, j'ai toujours mes 5 ressources, donc je suis pas non plus mal. Attends, pourquoi il rejoue Garindan? Ouais, ok, j'ai encore reroll et je dis je tue Garindan, comme d'hab. Il joue le droïde qui incline. Problème existentiel. Si je joue quelque chose et qui claim, si je joue quelque chose qui coûte trop cher et qui claim, il a le kill avec n'importe quel upgrade. Si je joue quelque chose qui joue pas, genre par exemple une unité qui coûte pas cher, il joue une deuxième unité, il a 2 unités, je peux pas gérer les 2. Donc je suis obligé, première action, de capturer cette merde. Parce que sinon je lose sur une autre unité. Il a joué 2, donc il a beaucoup de chances de jouer une unité qui coûte 3 ou quelque chose. Donc on capture. Allez, hop, une value ignoble. Value ignoble. Il joue Shuttle. Claim, pas le choix. Je dois répondre à Shuttle. Comment on répond à Shuttle avec une main dégueulasse qu'on voit pas, parce que on veut pas montrer à la caméra, c'est dommage. J'essaierai de t'améliorer un peu ce setup là. Là on a une visu correcte du board, c'est plutôt satisfaisant en vrai. J'ai l'init,
Qu'est-ce que j'ai comme réponse? J'ai une jean, je demande le nombre de cartes, et je me dis, quoi qu'il arrive, je pense que je ressource, j'incline, ok. On a gagné 2 secondes. Le problème, c'est quand je fais ça, j'ai pas remonté en main le problème. J'ai pas de carte pour remonter en main le problème. C'est ça mon problème. C'est qu'il faut que je sois capable d'avoir un vaisseau que je pose. Il met Stygian Prime. Stygian Prime, ça peut me tuer. Et je suis tout dans une situation où, si Shuttle tap, j'ai perdu. Donc je fais le sort à 1 qui enlève l'upgrade. Donc cool, il a niqué son tour. Bon, très bien. Là, je suis en mode, de toute façon, je peux pas gérer ça. S'il a le sort, j'ai perdu. J'ai claim. Non, j'ai poussé du coup 10 bases, c'est lui qui a claim. Je sais pas pourquoi le jeton est là. Et lui, il va jouer Arrest. Ou je sais pas comment ça s'appelle. Interrogation. Il va jouer ça sur Jean et il va dire vert, on sait pas pourquoi. On n'a pas trop compris, il a craqué son slip. En fait, il a peur d'une autre Jean. Parce qu'il se dit, si je rejoue Jean et que j'incline dans un tour postérieur, ça peut être la merde pour lui. Il est monté à 14 bases quand même. Et donc, il a pas le sort. Moi, je comprends, le mec a pas le sort. Sauf qu'il a dit, ah non, il peut enlever du jaune. Oui, lui, dans sa tête, il voulait cibler le Jean. Il a quand même blanc, donc c'est pas mal. Il vérifie tous les dégâts. J'ai pas d'anti-upgrade. Il regarde bien, il réfléchit parce qu'il sait qu'il peut avoir létal. Il enlève le vaisseau par principe. Je me doute que Jam ne fait rien, donc je vais pousser 5 bases, je pense. Ouais, voilà. J'ai joué Aggressive Negotiation à 1. Elle a fait 1 plus, j'ai fait 6 bases parce que du coup, je suis en mode. Bon, s'il a pas de sort, je le passe à 20, donc en 2 actions, je le tue. Si jamais j'ai de quoi remonter ça en main. Je fais 5 bases avec lui parce que si je joue une unité, je préfère la tuer. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'il va jouer? Vous voyez, il reste 15 secondes, donc c'est. Et il joue Battle Fury, ça fait 6, ça finit la game, ça suffit, check. Standing ovation de la salle, mais bon, dur. J'ai pas eu une très belle troisième game en vrai. Je pense que j'ai pas eu une très belle troisième game, ça manque de Kanan. Il a eu une troisième game, lui, assez extraordinaire avec double Garindan. Et une triple Garindan et le plot Sudden Ferocity qui fait que c'est ingérable. J'ai peut-être mal joué le K2SO, même si ma tête avec Red 5, c'est pas si mal, je pense, le move avec Red 5, puisque j'ai économisé 2 PV. Et on voit que les 2 PV, ils ont navette de tuer sans une upgrade, donc c'était une bonne optimisation. Il aurait fallu un top deck Kanan, c'était bien. C'était bien un top deck Kanan, parce que ça pouvait ça remontait en main. Si je faisais Kanan plus le truc à 1, j'enlève Stygian Prime, donc j'étais plutôt bien. Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est la variance. Cyril a joué une game parfaite, a joué un très bon tournoi, et il finit par perdre sur Kawa après. Si on regarde la fin de ce tournoi avant de regarder les récompenses, du coup, il n'y a plus de coup ici. Sur la semi-final, sur le quart de finale, on a French Palpat qui prend Matou 2-0. Donc Matou qui jouait Colonel Yularen. Nomino qui prend Boo qui jouait le Skywalker Datavolt. Kamino qui prend Dim 2-1. Donc Chewbacca contre Hera. Et effectivement, Dim aurait largement pu gagner cette game si j'ai bien compris. J'ai pas regardé le replay encore. Voilà, bon. Nico Rekina, on a vu la game. French Palpat Nomino, ça rejoue Colonel Yularen. French Palpat passe. Kawa Rekina. Trop dur pour Client Chewbacca, beaucoup trop de réponses. 2-0 Kawa. Final, maîtrise incroyable de deck Dark Vador contre Chewbacca. 2-0 French Palpat, vainqueur. Gros débrief, la vidéo dure presque 2 heures, je sais pas trop avec les cuts et tout ce que ça a donné. Il n'y en aura pas tant, ça va être une vidéo très longue. Il reste encore 15 minutes de vidéo récompense, je vous mets ça et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, à très vite. Et donc récompense tout de suite. Voilà, on est parti pour la partie récompense. Je mets le micro là. Bon, c'est pas grave, je mets juste le micro du tel. Donc, qu'est-ce qu'on a eu déjà en participation? Le Bentic de Tube. Ah putain, ce téléphone. Donc, j'ai un nouveau tel parce que l'autre a pété. Et finalement, la vidéo me paraît un peu mieux. On voit même le doigt éclater ici. Donc, un magnifique carte arbentique de Tube. Donc, la carte de participation, c'est vrai que ces nouveaux arts font vraiment plaisir. On a eu 3 boosters de participation que j'ai ouverts à ma première game, puisque ayant perdu, j'avais besoin d'évacuer un peu de frustration. Tactique qui a payé, comment dire, mentalement en tout cas. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une petite équipe de la track de la Basseville en hyperspace. Un petit berserker de Suntul en hyperfoil. Ah oui, putain, j'ai une prestige. Et on trouve un Ando Prestige et une Rostico. Donc finalement, la frustration a été évacuée très vite au début de ce tournoi. Plutôt une bonne nouvelle. J'ai perdu. Ah, c'est là. J'ai un endroit où je mets le titre de la semaine pour faire un petit post Insta avec des jolies cartes. Et donc c'est là-bas. Très bien. Donc ça c'était pour le premier booster. Je vais faire. Parce qu'on va ouvrir les autres. Hein. Il y a eu beaucoup de récompenses. Donc ça, c'est nul. Ok. Donc le deuxième booster. Alors pourquoi c'est dans ce ordre? On va savoir. Un petit Fearless Provocatrice en hyperfoil. Petit Char des Sables. Il y en a rare au moins. Ah oui, un Docteur Afra, une Docteur Afra, pardon. Donc rien de ouf là pour le coup. Deuxième booster, on voit un petit Prudent,
un petit 11 tous Hyperfoil, donc ça c'est lourd aussi, hein. Une rare Hyperfoil, c'est un booster sur 12 je crois. Donc ça complète clairement la collecte. Un Sarlacc de Carcoon en Hyperspace, très bien, je pense que c'est assez rare, donc on profite. En vrai, 3 bons boosters, je pensais que c'était... J'avais un mauvais souvenir avant d'ouvrir, et en fait ils sont ouf ces boosters. J'ai eu quand même des cartes qui sont pas communes, on va dire. Sans mauvais jeu de mots. Et donc on a eu la récompense du top 8 en se plaçant 8ème. On a le Chewbacca top 8 qui a de la gueule, on va pas se mentir. Chewbacca, bon la carte est sans ECL et pas dingue, mais peut-être que du coup sur des decks, comment dire, des decks ECL, on pourra avoir des belles choses avec le format Eternal, mais bon voilà, une carte top 8 bien sympa, fourmise avec le top loader, merci beaucoup. Ah, une équipe dans la... Oh, il y a de l'oseille là. On va enlever ça, 50 centimes. Quand je vends des cartes black, faut pas dire au fisc. Ok, on a du weekly booster. Donc si j'ai bien compris, il y a 3 boosters 7-6, 3 boosters 7-7. Est-ce que je crois qu'il y avait les codes barres là. Je sais plus trop c'est quoi la stratégie pour savoir ce que c'est. Ah, bah s'il n'y a pas de code barre, je crois que c'est 7-7. Voilà. On ouvrira ça de toute façon. Bah on va ouvrir. En fait, on va juste sortir les boosters. Et donc il y a tout ce paquet de boosters. En plus, donc si je dis pas de bêtises, 10 boosters, 12 boosters normaux et 2 boosters carbo du 7-7, donc carrément cool, parce que le 7-7 étant encore plus super plaisant. Voilà. Donc, après, en pré-retail, ça fait à peu près 60 euros plus, on va dire un peu moins de 60, 50 euros, 110 euros de lot. La Chewbacca, on la price pas. Pour un week-end qui coûte 110 euros, on est rentable, on va dire, avec les 3 boosters, etc. Rentable sur le principe, en termes de produits, sans même parler de l'expérience de tournoi qui était exceptionnelle. Et comme je l'ai dit, de toute façon, ce tournoi est exceptionnel. C'est même pas le prix qui nous intéresse, tellement on a juste passé un bon moment. Le Kazuda m'intéresse, je crois que je l'ai pas en comme ça, donc tant mieux. Et il me manque plus qu'une carte pour ce playset weekly. C'est résister à l'oppression, je crois. Ok, on a quoi? Oh, IG à la plage en foil. Stylé, je pense que je l'ai pas, hein. C'est le début des weekly. Comme ça fait bien plaisir. Je cherche, oui, en vrai, tous les weekly sets, j'en ai ouvert très peu, puisqu'on n'a pas eu un stock infini à la boutique, mine de rien. Encore un Bimo, des lignes cornéliens et le chasseur d'escadron. Je vais mettre celle qui j'ai pas de côté, comme ça, je me rappellerai à la fin pour ranger. Ça sert à rien de faire ça, pardon. Bo-Katan, c'est bien aussi. Des Bo-Katan, on en a beaucoup, hein, avec les weekly et les boosters normaux. Allez, 2 boosters 7 pour terminer. La petite tourelle droïde, le petit C3PO et un uppercut magistral en foil. Dernier booster. Estropié, Jango Fett qui est vraiment cool et C3PO en foil, je pense que je l'ai déjà lu. Ok, on met ça de côté. Ça on met là, ça on met là, ça on met là. On commence par quoi? On a du pain sur la planche à tout ouvrir. Quels sont les chase cards? Velsarta Showcase, Vador Showcase. Il y a peut-être quelques légendaires hyperfoil qui font vraiment plaisir, mais pour le moment, c'est vraiment les petites showcases bien cool qui m'intéressent. L'équipe besogneuse en hyperspace, la flotte mercenaire en hyperfoil et un Chewbacca lège. Ok, marrant. Ça fait une première petite lège. On en espère 3, disons, en statistique sur tous ces boosters. Plus les carbos, j'avoue, les carbos, je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est de l'anglais, donc je m'en fous pour la collecte, mais là, ça peut remplir des playsets et ça peut surtout fournir une petite showcase. Une sérialisée, putain, oui, bien sûr. C'est ça qu'on cherche dans les carbos, je suis bête. Ça, on va mettre ça bien. What we got? Oh, marqueur de cible. J'ai mis là. Le petit fin, des suspects louches, braquage et une base rare, très très lourd. Non, je rigole. J'ai mis ça là. On a une Hyperspace Leader avec Aura Singh. On a le duo impitoyable en Hyperspace, les coupes-circuits en Hyperfoil. On a le 3 gars de tête en rare. Je dis que je mettais où les trucs? Oh, ça y est, j'en ai mis partout. Rangement c'est maintenant. Non, pas du tout. Tac, tac, tac. Je réfléchissais bien, l'IA coupera tout ça. En fait, on a tellement d'Hyperspace et de Hyperfoil que c'est très dur de savoir celle qui manque. Et tant que tu sais pas que toutes tes communes sont remplies, tu passes quand même beaucoup de temps là. Ok, on a un bon booster là. Avec débuter les festivités en hyperspace, équipe d'embuscade en hyperspace. J'arrête pas de mettre des coups dans le truc, super. Cargo renforcé, partisan tenu par l'honneur et le fantôme en rare, qui est cool. Il me manque du, comment il s'appelle, le Cat Bane Ledge de 7, je l'ai pas drop. Donc ça m'intéresse fortement. Petite tourelle droïde, un petit X-Wing de l'Alliance, une petite Relège, ça c'est lourd. Très bonne carte. On a un petit peu de bol là. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Oh, un petit étranger, ce serait royal. Allez, cargo léger. Ça voilà. Là, j'oublie. Ah, j'en ai partout quand même.
Là, je suis bien Hyperspace, Foil, Sabine, Chopper, Dissimulation dans les ombres. Encore une base rare, on est la pute du display. Remarque qu'il m'en manque une, donc peut-être j'arrête de les foutre dans le bulk. Même si on s'en fout un peu de ces bases de merde. Pavel Sarta, qui n'est pas showcase, bien dommage. Agresseur d'action en Hyperspace. Aveuglé avec ses réacteurs. Ah, une Unco Hyperfoil, ça c'est bien. Unco. Et Ombre de Stygian Prime, qui est une bonne carte, sans aucun doute. Merci Cyril de m'avoir mis cette carte, mineur. J'ai pu bien m'en défaire sans que ça me coûte trop cher. Mais ça reste une excellente carte pour lui, pour ne serait-ce qu'enlever des anti-upgrades de la main de l'adversaire avant de sortir son leader. C'est plutôt une très bonne tech. Confiance trahie en Hyperspace et une explosion de rhodium en rare. Ok. Le booster est lourd. Est-ce qu'il est lourd parce qu'il a des choses de ouf? Estropié. Il y a quelque chose là. C'est un Han Solo, vous pensez? On va faire le jeu des streamers Pokémon. Merde, ça, voilà ça. Donc Blaster recyclé Unco, c'est pas mal. Alors là, j'aurais dit Han, mais c'est pas dit. Ah, je pense qu'on voit que c'est R2D2 du coup, maintenant que c'est spoil. Mais donc du coup, c'est une spéciale, ça c'est cool. Bon drop et Amiral Moti derrière. C'est sympa, R2D2, c'est clean quoi, c'est R2D2 en spécial. Je vais le mettre dans mes petits drops de la semaine, parce que ça fait plaisir. Là-dedans, est-ce qu'il y a des choses un peu cool? Ma petite Enfys, Furieuse Provocatrice. Oh, encore une neige avec Ben Solo. Je pense que je l'avais pas en x3, donc clairement c'est cool. Ça se remplit assez vite, hein, avec tous les drops de neige dans ces boosters-là. Cause commune. R2D2 hyper folle, c'est super marrant. C'est super marrant en vrai. C'est bien, ça remplit vraiment la collecte. Hein. Puis du coup, je vais pas avoir besoin de prendre les starters. Et le module de course de Sebulba. Ok, vivement que... En vrai, la carte est forte, hein, dans le deck Sebulba, typiquement. Ça paraît obvious. Alors, on a quand même, un petit récap. On a eu, par exemple, Ben Solo, Ray. Ok, c'est thématique. Et Chewbacca. En vrai, c'est lourd. Et il nous reste évidemment un petit booster. Avec Enfys. Ah, il aurait pu brader une Enfys Showcase. Ce serait quand même légèrement deserved. Oh, alors, Berserker. On a encore une Hyperspace. C'est Phantom, putain, je suis... En fait, c'est con parce que je montre le... Faut pas montrer le nom, en fait. Ok, j'ai compris la strat. Faut ouvrir par en bas. Comme ça, on sait que si c'est une lège ou une rare, mais surtout, si c'est une lège, on peut deviner... Enfin, si on a le nom, on devine tout de suite que c'est con. Phantom rare, c'est pas mal, en Hyperspace. Bon, elle est pas dingue, elle est pas très belle non plus. Ça reste assez sombre. Mais nous avons des boosters cargo. Et donc, il faut les ouvrir d'une certaine manière. Déjà, pas de showcase, je viens de me vomir dessus. 4, 5, 6. Donc, on va prendre celle-là, celle-là, qui sont probablement les meilleurs hits. Allez, on verra si c'est bien. Donc, j'ai pris la 6, 7, 8. Non, 7, 8, 9. Allez, je pense que j'ai fait ça. Velsarta. Machin Buster. Imperial Door Technician. Trees Remember. Big Scalen. Lando Caltrician spécial. C'est pas mal parce que est-ce que ça veut dire que l'hyperfoil avant c'est ou une neige? Ça veut peut-être dire ça. Donc Lando Hyperfoil c'est bien. On va se le mettre dans les hits de la semaine. Et bon là c'est les communes. Hyperspace Foil. Derrière on va rentrer sur la rare Hyperspace. Attendez, je me suis... Ah oui, elle est à la fin là. Ok. Rare Hyperspace. Là on a la Prestige normalement. En rare, ça va être Icinger en rare. Bon. Et en hyperfoil, Unco. Ah, c'est une petite clim, comme on dit dans le milieu. Une petite clim. Un bon booster à mettre à la poubelle. Enfin, deux rares, mais bon, ok. Alors, est-ce qu'on a une bonne carte? C'est Krennic. Donc, non, c'est pas le cas. On a dit 7, 8, 9. C'est mieux de mettre celle-là là. Ouais, faisons cette proposition d'ordre de prestige. Pirates No Fighter, Pod Racer, encore les Berserkers, les Range Troopers, le Ruthless Duo, une petite Sabine Wren Hyperspace. C'est good, c'est sympa. Oh, j'ai raté et j'ai une Maskanata légendaire Hyperfoil. Ah, ça c'est fort ça. Attends, comment elle est arrivée là? Ah, oui, j'ai compris. Bon, j'ai fait nappe. Mais du coup, c'est plutôt une très bonne nouvelle ça. C'est une très très bonne nouvelle en termes de chance d'avoir ça. Un petit chauffé. Alors par contre, c'est moi où le centering est encore cataclysmique. Si on met les deux comme ça, on voit quand même qu'il y a 1 ou 2 mm là d'écart quoi. Donc, bon, bref, on s'en fout, mais c'est pas très bien imprimé, si je peux me permettre. Je me permets d'ailleurs. Ok, le runner. Donc vraiment... Ah non, non, c'est bon. Donc du coup, attendez. La Prestige. Rare, foil. Et Ezra Bridger. Pas du tout. C'est Chirrut. Et il n'est pas sérialisé, mais il brille. Donc en vrai, c'est cool. Et derrière, en rare Hyperspace, le petit Harrier. Ok. Écoutez, on arrête cette vidéo là-dessus. Je vais faire tout le reste. J'aurais raconté tout le reste avant. J'espère que ça vous a plu.
abonnez-vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.